Cette volonté, quand elle est déjà complètement absorbée par l'entreprise ou la famille, c'est très compliqué. Jamais se donner plus de 3 objectifs. Faut pas être trop gourmand. C'est à un moment donné dans la vie, tu as plein de choses à faire, tu as plein de trucs que tu veux atteindre. Le parcours d'un homme, en tout cas le parcours de l'homme que je suis aujourd'hui, c'est d'être excellent en rien et d'être bon en pas mal de choses. Il y a tout un tas de gens qui ont, à mon sens, peu de valeur et qui se mettent sur le devant de la scène et qui n'apportent pas grand-chose au dispositif. Quand tu passes en bourse, ça commence à partir partout. Ouais, on a fait une IPO, on avait à l'époque 29 ans, 28, 29 ans. Et puis là, on a levé à l'époque 170 ou 180 millions. Et à ce moment-là, ta vie, elle change parce que tu viens d'une petite boîte, tu viens dans un truc sur lequel il faut monter des filiales partout. Et donc, tu te retrouves avec un truc très vite où tu es dans un tunnel à faire tes trucs au Nasdaq. Tu te retrouves à 37 ans, 2 mômes, le tunnel, les agendas remplis à 6 mois et tu fais bon, j'arrête. Ah ouais. Et je me suis arrêté du jour au lendemain. Dans cette conversation, j'ai invité un profil qui est à l'opposé du mien. C'est vraiment le yin et le yang. La première fois que je l'ai rencontré, je ne m'attendais pas à un profil comme ça. J'avais loué un Airbnb pour écrire le début d'un livre. J'étais dans une petite cabane dans un arbre avec un super lac en face de moi. C'était juste à côté de chez moi. Et le lieu est magnifique. Et il y avait un petit côté hippie, route chic comme on dit. Et je voulais rencontrer le patron de ce lieu-là. Et on me le présente, je rencontre Alex. Et en discutant avec lui, j'avais l'impression d'avoir un genre de mec baba cool. D'ailleurs, il me dit qu'il a fait partie du groupe Cana, vous savez, ces petites musiques. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Bon voilà, donc je me dis, ok, le mec, ça rentre dans ce que j'imagine. Puis ensuite, il commence à me parler de son parcours entrepreneurial. Il a fait une société en cybersécurité qui a été au Nasdaq. Puis ensuite, il a monté différentes boîtes qu'il a amenées de 50 millions à plusieurs centaines de millions. Et là, je commence à dire, attends, mais ça colle pas. Le profil est trop atypique. Alex, c'est un scaler professionnel. C'est celui que tu fais venir une fois que tu as atteint un plateau et que tu veux multiplier par 10 ton chiffre d'affaires. C'est un peu le Terminator de l'entreprise. Il vient, il scanne, il restructure et il emmène au next level. C'est la personne qui vous aidera à passer au cap supérieur. Il a 54 ans, donc il a une belle carrière devant lui, il y a beaucoup de sagesse, il sait être aussi très authentique et ce qui me fascine aussi avec lui, il est aussi papa de 2 enfants, mais il a aussi su prendre très bien soin de son corps. Je lui donne 10 ans de moins, il a réussi à rester frais, malgré aussi une carrière comme ça, avec des grosses difficultés, beaucoup de voyages, des périodes pas faciles, des gros problèmes de santé aussi dernièrement. C'est une interview musclée, challengeante pour un profil plutôt créateur comme le mien, mais je crois qu'il va beaucoup aider ceux qui veulent emmener leur entreprise au next level. Bon visionnage, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h sur la chaîne YouTube Papa Patron Pèlerin. Tu as 54 ans Et oui. et 2 enfants. Oui. Un parcours entrepreneurial assez riche, international aussi en France. Mm-hmm. Comment tu fais pour être aussi beau et aussi en forme? La première fois que je t'ai rencontré, mais je te donnais franchement 10 ans de moins, quoi. Ouais. Moi, c'est un sujet où je suis une grosse quiche sur le sujet de la santé. Et je me dis, punaise, mais il faut que je change parce que 60 ans, je vais faire 2000 ans. je vais avoir une gueule de mec de 80, quoi. Ouais. Je crois que le secret de ça, c'est d'essayer d'avoir une vie équilibrée. Ok. C'est-à-dire, ça passe par le sport, ça passe par ce que tu manges, la nourriture, comment tu nourris ton âme et ton corps. Mm-hmm. Et puis, avoir surtout une activité qui te plaise. Okay. Parce qu'il y a trop de gens qui ont une activité qui ne leur plaît pas. Et quand tu as une activité qui ne te plaît pas, tu vieillis prématurément, à mon sens. Ok. Donc, ça veut dire que tu es hyper intentionnel dans les aventures entrepreneuriales que tu as. Carrément. Faire en sorte que ça te parle. Carrément. Et c'est quoi quand tu choisis une mission, est-ce que tu as travaillé dans plein de domaines, la dépollution, la cybersécurité, enfin, je veux dire, c'est large. C'est quoi qui t'excite? C'est la mission, c'est les gens qui y sont, c'est le potentiel, c'est quoi? Alors, c'est 2 choses, c'est l'impact. Okay. C'est est-ce que tu peux avoir un impact dans le secteur que tu vises, et puis c'est le mec avec qui tu vas partager l'aventure. Parce que quand tu partages une aventure, souvent c'est à 2, quoi. C'est le fondateur ou le CEO ou le fonds qui te mandate, mais c'est souvent une histoire de binôme en fait, entre le mec qui a eu l'idée et puis toi qui l'exécute ou en tout cas qui l'accompagne. Donc c'est ces 2 choses-là qui m'importent en fait. C'est l'impact et la personne.
Et comment tu as fait, en tant que papa, enfin moi c'est un mystère pour moi, de garder un équilibre. Tu as fait beaucoup de sports de combat, tu Ouais, continues aussi encore à en faire, ouais, j'adore pour ça. garder du temps pour ça. Et ben en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, tu te dises, voilà, il y a une journée, dans une journée, il y a 24 heures, tu peux dormir tant d'heures. Alors déjà, il faut que tu saches combien de temps tu dois dormir. Est-ce Ouais, que c'est 6, 8, 4, 10? Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup dormir, d'autres moins. Moi, je trouve mon équilibre autour de 6 heures, donc il te ok, reste 18 heures. ok, Dans ces 18 heures, comment est-ce que tu fais? ouais, Et il faut être un peu un métronome, c'est-à-dire te dire tous les 2 jours ou tous les jours, je dois faire 1 heure de sport, je dois m'occuper de mes enfants. C'est pas un ouais, devoir, mais c'est une envie. Je veux passer tant de temps avec mes enfants, je veux passer tant de temps à rien faire, parce que rien faire, c'est bon aussi. ok, Ça permet de réfléchir. Quand ouais. tu fais rien, en fait, c'est là où tes idées arrivent. Et c'est comme ça, tu dois découper ta journée et t'y tenir. En fait, c'est la discipline qui compte. Donc toi, tu es quelqu'un de base de très discipliné? Très discipliné. Oh là là, ça c'est vraiment... Je Et sais que comment... tu l'es pas. Non, je suis pas du tout. Et comment tu as fait? Est-ce que tu as eu une phase de ta vie où c'était beaucoup de déplacements, Ouais, c'est international, ouais. pour garder ces disciplines? Parce que par exemple, moi, j'ai des phases où je vais réussir à être discipliné. Par exemple, c'est là, depuis janvier, j'ai réussi tout matin, je fais mes 30 minutes de rameur et tout ça. Mais dès que je Ouais. me mets à avoir un déplacement, je me retrouve à Paris, après, je sais pas, je prends l'avion, blam, il y a tout qui s'effondre. Alors, c'est un peu comme les potes qui viennent me voir et puis qui ont pas mal de ventre parce qu'ils ont mon âge et puis comme 80% des mecs, ils ont pris du ventre. Je leur dis, bah, prendre du ventre, c'est parce qu'en fait, tu dissocies pas tes protéines et tes féculents. C'est-à-dire quand tu mélanges protéines et féculents, en fait, du coup, ton corps, il réagit mal et ton ventre, il gonfle. Donc, en fait, il y a un régime qui est connu, je sais plus le nom, je sais plus le nom en tête, mais bon, bref, c'est tu sépares tes protéines et tes féculents. Soit tu manges des protéines, soit tu manges des féculents, mais tu manges jamais les deux. Ok, Et en fait, en faisant ça, bah, ça te permet effectivement d'essayer de garder ta ligne le plus possible. Donc c'est tout bête, hein, ok, mais en même temps, c'est très frustrant. Parce que ok. ça veut dire on prend plus de poulet frites, tu prends plus de riz avec du poisson, Ah, ok. c'est des choses contraignantes. Mais tu vois, c'est ce que je leur dis au moins au début, quand tout à coup tu donnes une nouvelle instruction à ton cerveau, il faut que tu sois hyper rigide sur le sujet. C'est-à-dire il n'y a aucun repas sur lequel tu mélanges, au moins pendant plusieurs mois, pendant Ok. 3-6 mois, le temps de te désintoxiquer. Et puis tout à coup, en fait, tu vas réintroduire cette notion de poulet frites le dimanche, par Mhm, exemple, parce que c'est un peu un truc tradition. mhm. Et tu vas t'apercevoir que ton corps, en fait, il aime pas ça. Il peut Donc il va plus. te le faire comprendre. Et du coup, naturellement, tu vas de Mhm. moins en moins mélanger. Et ça, il faut y tenir. Ça, c'est un truc. Si tu as, surtout au départ, en fait, une déviance en disant, ouais, ce coup-là, c'est un dîner, je suis en dîner d'affaires, non, finalement, je vais mélanger, et ben en fait, ça va pas marcher. Ouais. Donc c'est encore une fois la discipline dans tout ce que tu fais. Moi, je me rends compte que quand je suis fatigué, j'ai beaucoup de mal à garder cette discipline. Euh, je me rends compte que pour développer des nouvelles habitudes, ça demande de la volonté. Et que Ouais. cette volonté, quand elle est déjà complètement absorbée par l'entreprise ou la Mhm. famille, c'est très compliqué. Ah, Toi, c'est dur, ouais. tu avais une phrase que j'aimais bien quand on s'est rencontrés, je crois, la première fois. Ou la deuxième fois, tu me disais jamais se donner plus de 3 objectifs. Ouais. Et sache qu'il y en a, je crois, c'est un ou deux principales. Et le Ouais. troisième, c'est un bonus. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut pas être trop gourmand. C'est à un moment donné dans la vie, tu as plein de choses à faire, tu as plein de trucs que tu veux atteindre, etc. Mais il faut dire que voilà, tu peux pas en faire plus de 3. 2, c'est bien. 3, c'est vraiment quand tu es gourmand déjà. Et les faire bien. Sur ce que j'ai dit dans mon parcours, je n'ai pas encore parlé du parcours, Mhm. mais quand on va y venir, je crois qu'en fait, le parcours d'un homme, en tout cas le parcours de l'homme que je suis aujourd'hui, c'est d'être excellent en rien et d'être bon en pas mal de choses. Ok. Et en fait, c'est ce parcours-là que j'ai choisi, moi. C'est que je voulais pas de l'excellence, en fait. L'excellence m'intéresse pas. D'accord. C'est-à-dire, quand tu penses à une entreprise, tu penses à un CEO. Un CEO, il est bon dans plein de trucs et il doit s'entourer des meilleurs. Et parce que tu fais de la finance toute la journée ou parce que tu fais du marketing toute la journée, bah forcément, il est meilleur que toi. Et c'est ça, en fait, le truc. Lui, il va être excellent dans son domaine et toi, tu vas être bon pour le comprendre et pour pouvoir effectivement le guider, être quelqu'un qui Ouais. l'aide au quotidien. Mais tu n'es pas là pour lui expliquer, en fait, techniquement ce qu'il doit faire parce qu'il est meilleur que toi. Et je crois que c'est ça le secret un peu de la réussite, c'est d'être bon en plein de choses et excellent en rien. Parce que l'excellence te demande tellement de temps et d'efforts que finalement, ça devient un peu quelque chose de exclusif. Et moi, j'aime pas Wow. l'exclusivité. C'est la première fois que j'entends ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu déculpabilisant, en fin de compte, de se dire moi, j'ai un intérêt pour tellement de choses. Ouais, Euh, et je remarque, c'est vrai que les périodes où j'ai eu plus de mal à faire décoller, c'est des moments où j'ai été absorbé
pour un besoin d'expertise, trop, et j'ai perdu la vue d'ensemble. Bah ouais. Et toi, depuis le début, c'était clair, je veux toucher à tout, je veux avoir... Non, on va pas se mentir. Okay. Non. Au début, j'étais un monomaniaque. Okay. J'ai démarré ma carrière en étant monomaniaque. J'avais des objectifs à atteindre, personnels, etc. En début de carrière. J'ai eu un diplôme technique, on va dire, parce que je suis ingénieur dans le télécom. Et puis très vite, en fait, j'ai pas voulu faire technique, j'ai voulu faire du commerce, parce que dans les années 90, début des années 90, être ingénieur télécom, si tu veux, ça se comptait sur le bout des doigts, il n'y en avait pas des masses, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles, etc. Et je me suis dit, je vais faire du commerce de ça, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et donc, mon côté technique m'a permis d'être bon commercialement. Donc, j'ai appris le commerce sur le tas, et puis je me suis servi de mon côté technique pour performer dans le commerce. Okay. Donc j'étais monomaniaque à ce moment-là. Je faisais que des réseaux. À l'époque, c'était le grand truc des switches, des commutateurs, etc. Fallait le monde de IP, Internet Protocol, dans un monde qui était à l'époque le monde des Sénats avec des mainframes où tu avais des mecs, c'était pas légende, c'était des mecs avec des grandes barbes qui te disaient IP, mais quittaient, toi, petit con, pour m'expliquer que le protocole Internet va dominer le monde. Et toi, t'arrivais avec ton truc en disant mais si, il faut mettre des switches, faut connecter les boîtes, machin, etc. Cisco était une toute petite entreprise à l'époque. Okay. Maintenant, on voit Cisco comme une boîte qui est énorme, etc. Mais Cisco était tout petit. Et donc, pendant 5 ans, j'ai fait que du commerce. D'accord. Et puis c'est après, si tu veux, que quand j'ai rencontré cet Israélien à Tel Aviv, qui était un peu plus jeune que moi, et qui avait cette super idée de faire du load balancing. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement galvaudé, mais fin 90, ça ne l'était pas. L'idée, c'était que les sites web, si tu veux, tout ce qui était e-commerce, il y avait des serveurs, et la loi de Moore, c'est tous les 18 mois, si tu veux, tu augmentes ta CPU, etc., x2. Et donc, tu ne pouvais pas acheter tes serveurs. Ça revenait trop cher. Donc l'idée, c'était de créer des fermes de serveurs et puis de balancer le trafic sur ces différents serveurs. Okay. Donc c'est une idée géniale qui permettait de préserver ton investissement. Okay. Et donc du coup, j'ai rencontré ce gars-là, et puis c'était une toute petite boîte avec un peu de R&D en Israël. Et puis on a fait un parcours ensemble, puis on avait un vieux CFO à l'époque, qui devait avoir 40 ans, et qui nous dit ah bah ce serait bien que la boîte soit publique, qu'on aille faire une IPO. Et donc on a fait une IPO, on avait à l'époque 29 ans, 28-29 ans. IPO, aux États-Unis. C'est quoi ? C'est une introduction dans les marchés publics. Donc, on l'a fait aux États-Unis, au Nasdaq. Ouais. Et puis là, on a levé à l'époque 170 ou 180 millions pour faire l'accélération de la boîte. Et à ce moment-là, ta vie, elle change parce que tu deviens d'une petite boîte, en fait, où principalement tes clients sont en Israël, un petit peu aux États-Unis, premier client en Angleterre, etc. Tu deviens dans un truc sur lequel il faut monter des filiales partout, il faut accélérer, il faut faire le scale, en fait, de la boîte à tous les niveaux, il faut scaler aussi ton support technique, parce que ça, c'est des choses essentielles. Ouais. Donc, tu commences à toucher vraiment à plein de trucs dans la boîte, à comprendre le support, la R&D, les contraintes, les clients, les multicultures, qu'est-ce que c'est d'aller faire du business dans un pays que tu connais pas, quelles sont les attentes, etc. Donc ça, c'est super. Et ça a duré pendant 8 ans. Et puis à 37 ans, un matin, je me suis réveillé, j'avais 2 enfants qui étaient en bas âge. Ah, tiens, c'est marrant, ils sont là. Je les voyais le samedi, et puis encore, quand je les voyais, j'étais un peu éclaté. Et puis surtout, le dimanche, je travaillais, parce que boîte israélienne, on travaille le dimanche. Et puis comme j'étais international, le vendredi, tu travailles aussi, donc il te reste le samedi, éventuellement. Ils font pas le sabbat le vendredi ? Hein ? Ils font pas le sabbat ? Si, le vendredi c'est soir, ce que je te dis. Donc le vendredi, en fait, ça travaille pas en Israël. Donc ça travaillait le dimanche. Donc comme j'avais beaucoup de gens en Israël, je travaillais le dimanche. Puis comme j'avais beaucoup de gens ailleurs, je travaillais le vendredi. Donc finalement, il te restait qu'une journée le samedi. Et donc, tu te retrouves avec un truc très vite où tu es dans un tunnel à faire tes trucs au Nasdaq. Bon, j'ai fait 30 et quelques quarters, 30 et quelques trimestres au Nasdaq, où il faut reporter, où il faut machin, il faut être précis, il faut donner ton earning per share tous les trimestres. C'est un truc qui est très dur. Et puis, tu as tous tes conf calls avec tes clients, tes machins, tes contraintes internes, tout ça. Et tu te retrouves à 37 ans, 2 mômes, le tunnel, les agendas remplis à 6 mois, et tu fais, bon, j'arrête. Ah ouais. Et je me suis arrêté du jour au lendemain. C'était trop. C'était une expérience, c'était intéressant, mais tu dis à un moment donné, la vie elle passe tellement vite, tu vois pas en fait, ces 8 années elles sont passées comme ça, j'ai rien compris ce qui se passait. Wow. Et puis c'est vrai, là tu me parlais, et là je faisais peut-être plus vieux que mon âge, j'étais fatigué, quoi. J'étais plus gros, tu vois, je devais faire 100 et quelques kilos, j'étais fatigué, quoi. J'avais les cernes, t'en peux plus, quoi. T'en peux plus parce que ça s'arrête jamais, et puis les mails ça tombait, et puis les mails c'est pas comme aujourd'hui, les mails à l'époque, début des années 2000, t'as des modems, ça fait le cochon, crink, 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 après tu
chopes les mails ou tu les chopes pas, tu rentres à l'hôtel, il est 23h, tu essaies de downloader tes mails, ça marche pas, tu restes jusqu'à 1h, tu réponds, il n'y avait pas de BlackBerry ou de trucs pour répondre. Donc c'était l'enfer, hein. Tu bossais jusqu'à 2-3 heures du matin, tu repartais à 5 heures parce qu'il fallait que tu changes de pays. Enfin bon, c'est un rythme qui est très très difficile. Et là, tu as tout appris aussi en fait, parce que tu es passé de, en gros, de rien, ingénieur commercial, normal, à tu t'es associé à la boîte. Oui, bah, j'avais des participations. Donc là, d'un coup, j'étais vice-président. Ouais, c'est ça. D'un coup, en fait, tu t'apprends tout. C'est quoi gérer une boîte, recruter. Exactement. Et c'est quoi qui a été le plus dur à apprendre dans cette période? Tu te poses pas de questions. En fait, rien n'est dur finalement. Tout vient un peu nature, c'est-à-dire qu'on te pose les problèmes. T'es pas dans une école où on t'apprend des trucs, etc. Je me rappelle avoir eu un call avec l'INSEAD qui me disait « Ah, ce serait bien de faire un MBA et tout, mais finalement, on pourra apprendre quoi ?» Parce que les trucs, je les ai appris, forcé de les apprendre. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien de lire des bouquins, c'est bien de la théorie, si tu veux, par des profs, mais rien de tel que le terrain et de comprendre et d'être face à des contraintes qu'on t'amène au quotidien, quoi. Oui, mais quand tu passes en bourse, donc dans le Nasdaq, que ça commence à partir partout, j'imagine qu'il y a des, je sais pas, en termes de management, en termes d'analyse financière, des choses que tu pendant un temps, tu n'as pas compris. Puis en fait, tu répètes le même problème, puis à un moment, tu dis « Oh putain, là, il faut vraiment que je fasse évoluer ». Alors, oui, mais si tu veux, par exemple, sur le management ou sur les techniques commerciales, pendant les 5 ans avant où j'avais travaillé pour des constructeurs américains, finalement, j'avais appris des trucs, c'était intéressant. C'est là où j'avais déjà appris le Sun Tzu, l'art de la guerre, les techniques de vente, tous ces trucs-là, les stratégies de vente. Donc, je les avais appris, si tu veux, je les avais appliqués déjà sur un certain nombre de business. Donc, toute la partie commerciale, on va dire, j'étais déjà mûr. Là où j'étais moins mûr, c'était sur on va dire, la finance, un peu moins. Donc là, tu apprends des choses en finance. Sur la R&D aussi, parce qu'il y a des contraintes en R&D que tu vois pas forcément à la base. Tu sais, tu as tendance, quand tu es dans une boîte technologique et que tu es juste un utilisateur parce que tu fais du commerce, c'est là, ouais, ils sont emmerdants, ils n'ont pas développé telle feature, etc., telle caractéristique sur le produit, puis d'un coup, tu es en charge de la R&D, puis tu t'aperçois que sur un produit, il y a 1200 features en attente. Il n'y en a pas une ou deux. C'est-à-dire que toi, commercial, dans un pays machin, où tu dis « Ah, je veux absolument ça pour vendre à mon client », tu dis « Ouais, mais il y en a d'autres dans d'autres pays, etc. » Et puis, tu as une liste à un moment donné qui est juste monstrueuse. Et donc, c'est comment est-ce que tu vas faire la priorisation en fait, de tes développements, comment est-ce que tu vas articuler cette proposition de valeur, comment est-ce que tu fais le mapping entre la valeur, finalement, de cette fonctionnalité technique avec le business associé. Combien il y a de caisses, combien de trucs dépendants de ça. Enfin bon, c'est un casse-tête assez extraordinaire, la R&D. Donc là, tu as vraiment, cette expérience, elle t'a donné un regard un peu 360 sur le monde de l'entreprise. C'est ça. Et comment ça se passait à la maison pendant cette période-là? À la maison, en fait, j'y étais pas souvent. On va pas se mentir, tu peux pas et faire de l'international et être à la maison. Donc c'est ce que je te disais avant. J'étais là souvent, je rentrais en fin de semaine, vendredi soir, je voyais mes enfants vite fait, et puis le samedi j'essayais, ils voulaient passer un moment avec moi. Ils avaient 4 ans, 4 ans, 2 ans quand j'ai arrêté. Donc tu vois, ils étaient petits, donc ça nécessite un petit peu d'intention. Mais et c'est comme ça en fait que je suis arrivé à la conclusion à 37 ans de me dire faut que j'arrête. Et du coup, parce que je voulais passer du temps avec eux, parce que je voyais qu'ils grandissaient, je me disais je passe pas beaucoup de temps avec eux. Donc du coup, j'ai tout arrêté à ce moment-là. J'ai arrêté la boîte, j'ai arrêté avec la maman des enfants. Et voilà, j'ai vécu une vie. Et je disais tout à l'heure à ton collègue, je me rappellerai toujours du premier footing que je fais sur la plage à Tel Aviv, quand tu sais, tu finis de signer tous tes papiers parce que tu es dans tout un tas de trucs, etc. Pendant 2-3 jours, tu finis ton truc. Et je me disais, putain, ça y est, je suis libre. C'est-à-dire, j'ai plus de contraintes, j'ai plus de conf call, j'ai plus d'agenda bouclé à 6 mois, j'ai plus tout ça, en fait, c'est fini. Et en fait, ça, j'ai eu besoin de le digérer pendant quasiment une année. Pendant un an, j'étais tranquille chez moi, j'avais pris un appartement, j'avais mes enfants 5 jours tous les 10 jours. Ça aussi, c'était un truc, savoir combien de temps je voulais les enfants pour pas que ce soit compliqué, etc. On avait finalement trouvé une formule assez bien, 5 jours, 10 jours, 10 jours la maman, 5 jours moi, et ça s'est très bien passé dès le début. Et c'est vrai que pendant cette année, je m'en suis vachement occupé. La petite, je lui faisais encore à manger, j'étais encore débrouillé, elle avait 2 ans. Donc voilà, c'était assez sympa. Et pendant un an, j'ai rien fait. Et c'était quoi qui était... Tu dis, il a fallu que je le digère. C'était quoi qu'il fallait digérer? Il fallait digérer le sur-régime.
Et puis j'ai pas fait que ça, hein. Je t'ai pas raconté le reste, parce que le reste c'est aussi en parallèle. C'est vrai que j'avais moi mes copains de lycée avec qui j'avais fait de la musique quand j'étais gamin. Et puis en parallèle donc de Radware, quand j'ai démarré en fin 90, je les avais appelés parce que j'avais gagné quelques sous avant sur mes trucs avec mes constructeurs avant de rentrer sur Radware. Et en fait je les ai rappelés pour remonter le groupe. Alors pas pour chanter parce que j'avais pas de disponibilité à ce moment-là, mais pour faire la production, etc. Et puis c'est vrai qu'on a eu, du coup, ça a été une aventure pendant 15 ans, en parallèle de Radware, en parallèle de ma vie, ça a été la musique. Toujours sur un filigrane avec... Et le nom du groupe ? Canard. C'est leur... Petite plantation, ouais, c'est des ça. Années 2000, bah, c'est ça qui était drôle, parce qu'en 2002, c'est vrai que quand le titre sort et qu'on est numéro 1 des ventes, les potes qui me connaissaient, etc., m'appellent, mais c'est quoi ce truc de dingue, etc. Je dis, bah écoute, je sais pas, le succès, parfois, ça se commande pas, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je vais en Fnac, je me rappellerai toujours, je vais en Fnac, je regarde les gens qui achètent, et je me dis, c'est pas possible, t'avais tout, t'avais le cadre qui achetait, t'avais ci, t'avais là, c'était la grand-mère qui faisait plaisir à son fils, voilà, c'était assez rigolo, et puis même encore aujourd'hui, tu vois, c'est un truc qui est, alors moi je vais pas trop sur les réseaux sociaux, mais c'est un titre qui est très joué. Mais moi en soirée, dès qu'on fait un peu un karaoké, ça revient à chaque fois cette chanson. Mais et toi, au moment où ce tube sort, toi tu es en train de gérer ta boîte à l'international. C'est ça. C'est ça. Alors, mais les gens me connaissent parce que j'ai démarré aussi, bien évidemment, comme je suis français et je vivais à Paris. J'ai eu aussi beaucoup de clients au départ qui étaient français, puis européens, etc. Donc, j'avais des gens qui me connaissaient et du coup, pour eux, c'était juste rigolo. C'est quand même marrant ces deux casquettes, quoi. Cana, un peu fumeur de joint à la cool, et le gars à l'international en train de signer des trucs au Nasdaq, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une vie un peu... c'est ça que j'aime bien chez toi. C'est vraiment cette dichotomie entre, on va en parler plus tard, dans le domaine où tu es, il y a un côté très roots, quoi. Ouais. Et en même temps, tu restes cet homme ambitieux, stratégique et tout. Et ça, je trouve ça cool d'être resté, d'avoir fait cohabiter ces deux parties de toi-même, quoi. Ouais. Depuis toujours, c'était comme ça. Ouais, toujours, ouais. En fait, c'est ce côté un peu... J'aime bien le chic route. Ok. Tu vois, j'aime quand c'est chic, mais que ça reste roots. J'aime pas trop le surfait, en fait. Comme à la maison, en fait. Quand tu viens à la maison, tu vois, c'est pareil. C'est des choses qui essayent d'être dans le vrai, sans être... C'est dur, hein, d'être sur le... C'est toujours un fil, en fait, de pas tomber du mauvais côté du truc. C'est pas évident. Et pour continuer sur ton parcours de cette phase-là, quel a été le pays ou la culture la plus difficile à appréhender ? Il y en a plusieurs. Il y a déjà un pays sur lequel j'ai été en échec, c'est l'Angleterre. Ok. Ouais, j'ai pas été bon. Pourquoi ? Parce que... alors, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais un anglais, si tu veux, déjà, il n'y a pas la langue anglaise. La langue anglaise... en fait, c'est une langue très... est-ce que tu as fait l'université avec moi ? Est-ce que j'ai des expressions communes avec toi, etc. Donc, c'est très clanique, finalement. Okay. Le monde des affaires anglais est très clanique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, entre un anglo-saxon et un méditerranéen, c'est pas un gouffre qu'il y a, c'est monstrueux. On n'a pas du tout la même culture, les mêmes racines, etc. Donc, tu vois, tu peux faire des meetings, tu sors de meetings, puis des meetings dans la City, ça dure 15 minutes, 20 minutes. Tu n'as pas 1h30 comme tu as chez les Latins, où il n'y a pas le temps, en fait. Et du coup, il y a plein de fois où j'ai pensé être impactant, où je sentais que le gars me disait oui, et me disait OK, etc. Et en fait, les mecs, après, ils me disaient, on n'a pas eu la commande, non, ça n'a pas marché, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de déboires, en fait, sur l'Angleterre. Les États-Unis, c'est beaucoup plus facile pour faire du business. Alors, le pays le plus facile en Europe, si on veut revenir en Europe, c'est l'Allemagne. Ça, c'est exceptionnel, parce que quand un mec te dit « je fais », il fait. Il n'y a pas un tortillé, etc. Après, y a, sur les pays après de la Méditerranée, la Turquie ou Liban, ou le Moyen-Orient en général, ça c'est dur, mais d'un point de vue négo. C'est pas dur d'un point de vue, comment dirais-je, la culture est facile parce que c'est assez rentre-dedans, c'est assez direct, etc. On se dit les choses, on se raconte pas des choses pendant 10 ans. Mais par contre, ce qui est dur, c'est la négo. Avec un Libanais, ça peut durer très très longtemps. Je pense que c'est les plus durs. Ah, d'accord. C'est encore plus dur qu'un Israélien. D'accord.
Et après, il y a des pays qui sont exceptionnels. La Russie, ça, c'est des aventures. J'ai beaucoup travaillé en Russie aussi. C'est des aventures assez étonnantes. Le contexte est étonnant. Les gens sont étonnants. En fait, c'est un continent à part entière. Ça ressemble ni à l'Asie, ni à l'Europe. C'est vraiment quelque chose d'à part, la Et alors, Russie. c'est quoi qui est particulier là-bas? Bon, moi, j'ai une L'ambiance, image très agressive et non. très froide. Oui, c'est froid. Oui, c'est C'est-à-dire que froid. Ouais, la seule fois où je suis dans un pays, j'étais allé en Ukraine. Ouais. J'avais été, moi qui suis quelqu'un de jovial, tu vois, Ouais. tout le monde tire la gueule, quoi, tout le temps. Et genre, tu sais, c'est déroutant, t'as raison, personne qui fait un sourire, personne qui... Bah, il fait froid en hiver, il fait très chaud en été. Ah ouais. Moscou, il peut faire 50 en été. Ah ouais. Il peut faire moins 30, moins 40 l'hiver. Mais tu penses que ça a un impact, c'est avec les... Je pense, ouais. Ok, Et après, les femmes sont différentes. Les femmes et les hommes, c'est pas tout à fait pareil. ok. Les femmes disent souvent, en fait, on a été bénis des dieux parce qu'on est plutôt assez jolie. C'est Ouais. vrai que la femme russe ou ukrainienne est plutôt belle. Et puis d'un autre côté, elles te disent, oui, puis on a été punis parce que quand on regarde les hommes, ils sont quand même, c'est quand même pas terrible. Et c'est vrai, quand tu te balades, c'est vrai que tu as plutôt des femmes assez sympas et des hommes qui sont, tu vois. Mais bon, voilà, ce qui est intéressant pour retenir ton truc, c'est l'international. Ce qui est intéressant, c'est justement être confronté comme ça à des cultures différentes et puis sans faire des clichés. Et puis, de toute façon, les temps changent, hein, tu sais. Le monde moderne n'est pas le même monde que j'ai connu il y a 25 ans, 20 ans. C'est beaucoup plus international maintenant. C'est plus international. Les codes sont différents aussi, très certainement. Moi, je ne fais plus trop de business à l'international aujourd'hui. J'accompagne les gens, mais je ne suis plus, on va dire, front page pour le business. Donc je pense que ça a changé. Les réseaux sociaux ont dû mettre aussi un peu d'adulcorant dans les relations aux autres. C'est vrai que parfois je me fais cette réflexion. On a une chance incroyable maintenant de pouvoir faire du business avec Internet. Ouais. Il y a tout qui est à portée de main en fait. Mais je sais pas si c'est une chance. Ok. Pourquoi? Je sais pas si c'est une chance parce que je crois que la relation à l'autre et les histoires, je vais pas les raconter là parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais les histoires qui peuvent t'arriver justement en rencontrant des gens que tu n'as jamais vus, à qui tu n'as jamais parlé éventuellement, parce que voilà, et tu te déplaces et tu les vois et il se passe des histoires, ça je pense que tu peux pas l'avoir avec un clic de souris, tu vois. Tu vois, c'est des choses qui se vivent. J'ai vécu il m'est arrivé des histoires, des plans absolument incroyables. T'as un exemple à nous raconter? Bah, je n'ai pas spécialement envie de donner un exemple, tu vois, très spécifique, mais ce que je veux dire, c'est la relation à l'autre quand c'est charnel, quand c'est comme ça, en one-on-one, c'est quand même pas du tout pareil. Et aujourd'hui, j'en parlais avec ma compagne, elle fait beaucoup de business comme ça, en visio, etc. Et de temps en temps, ils se voient. Là, il y avait une réunion, je ne sais plus quand, où ils se sont vus, etc. Ils étaient une quinzaine ou une vingtaine, et elle-même l'a reconnu en disant c'est quand même différent quand on arrive à se voir, il y a des choses qui se passent, des émotions qui se transmettent, etc., que tu ne vois pas derrière la caméra. C'est vrai. Et donc encore une fois, oui, c'est bien d'un côté, l'Internet, tout ça, puisque j'ai été un des pionniers, on va dire, à pousser l'Internet. Qui a permis ça, quoi. Entre autres, en tout cas, une bande de gars qui ont mon âge ou qui sont un tout petit peu plus vieux. Et c'est bien et c'est pas bien. Mais nous, à la base, si tu veux, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, Internet, c'était plus un peu à l'image de Gutenberg, si tu veux. C'était plus se dire, je mets à disposition du plus grand nombre. On a d'ailleurs un titre comme ça de Cana qui reprend bien, qui s'appelle http.com. Et c'est de mettre au plus grand nombre, finalement, à disposition du plus grand nombre, du contenu. C'était ça l'idée, en fait, de l'Internet au départ. Et finalement, mon départ de l'Internet correspond assez bien avec l'arrivée des réseaux sociaux, 2007-2008. C'est-à-dire, quand j'ai vu arriver les réseaux sociaux, j'ai fait, tiens, c'est marrant, c'est la fin d'une génération. C'est la fin de ma génération, de ceux qui ont démarré cet Internet. Et je ne me suis pas trop trompé, finalement, parce que je crois que le monde a beaucoup évolué depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Encore une fois, je n'ai pas forcément une image qui est positive, elle est en partie positive, en partie négative, parce que ça crée du business, ça crée tout un tas de choses, mais c'est négatif aussi parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont, à mon sens, peu de valeur, et qui se mettent sur le devant de la scène et qui n'apportent pas grand-chose au dispositif. Et je trouve que c'est un peu l'opium du peuple, surtout pour les jeunes, de regarder des mômes qui font des vidéos de plus en plus débiles, qui sont un peu dénuées de sens. Maintenant, regarder l'Internet ou regarder des choses pour apprendre, ça, c'est bien. Mais regarder des choses pour faire défiler des vidéos et se muscler le pouce toute la journée, 5 heures par jour, je vois pas l'intérêt. Dernièrement, j'entendais
cette information, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, c'est que tu sais que TikTok, c'est une société chinoise, Ouais. et que le TikTok qu'on a en France, c'est pas le même contenu, les mêmes algos qu'ils ont en Chine. Ouais. Et en Occident, en tout cas, c'est que du contenu de merde, quoi. C'est de la danse, c'est Ouais. des unboxings, des trucs qui servent à rien, quoi. Ouais. Alors qu'à Ils l'inverse, adaptent. eux, ils l'utilisent dans une logique d'éducation. C'est ça. Vraiment le contenu pour faire en sorte que leurs jeunes Ouais. soient plus intelligents. Donc c'est Ouais. vrai que cette technologie, elle peut être super bien utilisée comme Ouais. super mal utilisée. Ouais. Mais là, moi, je reviens à ce que tu disais et je suis assez d'accord avec toi sur la dimension relationnelle. Moi, j'ai monté l'entreprise donc il y a 16 ans quand j'ai commencé et je passais mon temps en voiture à aller rencontrer les gens. Parfois, je traversais la France pour un rendez-vous de 30 minutes parce que je savais que si j'avais une occasion de venir serrer la main, en réalité, les 30 minutes, elles se transformaient en 2 heures. Ouais. Le plus dingue que j'ai fait, c'est de rencontrer. C'était quelqu'un que je voulais à tout prix en mentor. Ouais. C'était un Américain. Il m'a accordé 30 minutes. Mm. Et j'ai tout booké, mes vacances, tout pour pouvoir faire ces 30 minutes. Finalement, ça s'est transformé en 2 heures. Puis après, il m'a invité chez lui, tout ça. Mais je pense que dans la rencontre, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se crée. Et pour moi, ça, c'est souvent dans le business un signe. Si quelqu'un m'envoie un email et que je lui dis, il me pose une question, quoi. Je dis, très bien, tu peux venir faire un tour. S'il se déplace, je me dis, là, il y a quelqu'un d'intéressant. Et le nombre de fois où je reçois des mails, oui, David, il me pose des questions, est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce qu'on peut, si tu passes dans le coin, viens me voir. Puis là, j'ai envie de dire, mais tu as l'air motivé, tu as plein de questions et tu n'es pas prêt à prendre un train ou une voiture, faire 2 heures pour la rencontre. Et ça, je trouve dommage parce qu'en même temps, il y a plein d'opportunités avec Internet et en même temps, ça appauvrit et ça fait croire aussi à beaucoup de gens que en fait, tu peux rester tranquille dans ta chambre et... Ça rend les gens feignants. Ouais. En fait. C'est vrai. Et je trouve que cette tension, pour revenir au sujet, aujourd'hui, et moi, je me rends compte que c'est une ligne de crête pour les entrepreneurs, les dirigeants, entre je vais être présent pour ma famille, je vais prendre soin, je vais être là pour les élever, mais en même temps, j'ai envie de bâtir quelque chose qui me dépasse et j'ai envie de me surpasser là-dedans. Et je me rends compte qu'il y a une tension où, en fait, oui, Internet peut permettre d'être plus présent à la maison, faire du télétravail ou quoi, mais en même temps, je peux aussi tomber dans une forme de fainéantisme, être absorbé, en fin de compte, par la famille. Et puis, l'exemple que je montre, c'est quelqu'un qui est resté planqué, quoi. Ça peut être aussi une excuse. Ouais. Tu vois, pour revenir 2 secondes sur cette notion-là, j'y crois pas trop, moi, au télétravail. Je suis un peu de cette ancienne école où je me dis, à un moment donné, en fait, si tu veux performer, tu peux pas être dans un environnement en fait qui te perturbe trop. Et un enfant ou un environnement avec une femme, etc. Quand tu travailles, c'est perturbant. Ton cerveau, c'est comme ce que je dis en entreprise quand je fais du coaching. Ton téléphone, si tu as besoin de te concentrer sur un truc, ton téléphone, il doit être à part et le ding-dong, il doit être éteint. Parce qu'à chaque fois que tu as un ding-dong qui arrive, tu le veuilles ou tu le veuilles pas, c'est comme ça. Tu vas mettre plusieurs minutes à te remettre dans ton taf. Donc c'est pareil avec les enfants, avec ton environnement, etc. C'est pour ça que je ne crois pas trop au télétravail pour cette raison-là. Et puis la deuxième raison, c'est on revient à la discipline. C'est-à-dire que la discipline, encore une fois, tu as des gens qui sont très disciplinés, vaste minorité, je dirais 10-20%, des gens qui sont assez disciplinés et qui peuvent, quand bien même ils auraient l'oisiveté de se dire le matin je me lève plus tard, je fais le truc, non, ils se lèvent à la même heure, ils font leur truc, etc. Je pense que c'est 10-20%. Et puis tu as une vaste majorité en fait qui, elle, va profiter du fait que les horaires sont plus souples pour être plus tranquille, etc. Machin. Donc je crois pas trop au télétravail. C'est un gros sujet, ça. Ouais. D'ailleurs, la femme qui avait été nommée Yahoo il y a quelques années, elle avait fait un truc direct en fait parce qu'il y avait trop de masse salariale, il fallait qu'elle réduise le truc. Elle était arrivée le premier jour, elle avait dit télétravail terminé. Je crois qu'il y avait 30% des gens sur la première semaine qui avaient démissionné. C'était un bon moyen d'enlever le gras, d'enlever le gras de la boîte. C'est excellent. Donc, fort de cette expérience que tu as vécue, après tu as eu d'autres expériences, on va y revenir, et tu as acquis cette compétence de scaler une entreprise. C'est-à-dire là, tu as vécu en gros vraiment les tout débuts. Et après, tu t'es plutôt focalisé sur des boîtes qui faisaient déjà quelques millions, quelques dizaines de millions et les aider à passer à l'échelle.
c'est quoi, comment dire, là je m'adresse à toi dans cette logique de moi qui ai monté une boîte qui est passée de 0 à 2 millions sur l'autre de 0 à 5. Ouais. Je suis très conscient que c'est pas les mêmes compétences. Non. C'est quoi le la mindset, clé c'est quoi les clés? Qu'est-ce qui est différent entre un profil comme le mien qui est un créateur et un profil comme toi, comme le tien qui est un scaler? Alors, tu peux être créateur et scaler. C'est pas en opposition. Ah ouais? Bah oui, tu peux très bien. Moi, tu vois, dans ma vie, je suis assez créatif sur tout un tas de choses. Quand je fais de la sculpture ou quand je m'occupe de la maison et de la déco, etc. Je pense être assez créatif dans ce domaine-là. Moi, je fais pas le parallèle entre créatif et dans le sens créativité, au sens avoir des idées. C'est vraiment l'entrepreneur qui passe de 0 à 1, 0 à 5 et l'entrepreneur qui passe de 5 à 50, quoi. Ouais, alors... Là-dessus, je te rejoins, c'est-à-dire le 0,1 ou le 0,2, c'est plutôt des gens qui bouillonnent d'idées, qui ont plein d'idées, peut-être trop d'idées, et puis à un moment donné, il y en a une qui jaillit comme ça, et puis ils vont tirer le fil pendant quelques temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis ça va marcher un peu, ils vont faire les premiers clients, etc. Mais après, ce bouillonnement d'idées, en fait, ça vient c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand tu as déroulé une idée, que tu commences à tirer le fil rouge, eh bien, là, il faut un profil qui se dise, bah, ton fil rouge, là, je vais le prendre et je vais le dérouler à fond. Tu vois, et je vais pas essayer de dérouler le bleu, le jaune, le vert. Non, je vais prendre le rouge et c'est l'histoire des 2-3 idées maximum. On revient à ce truc-là. Et de dire, on reste focus sur l'idée première et on va dérouler ce truc-là le plus possible. Et on va essayer de faire un maximum de clients. De toute façon, le business, c'est pas très compliqué. C'est où tu as plus de vertical, où tu as plus de géographie. Ok. Tu tournes le problème comme tu veux, ça reste 2 métriques. Donc, à partir de là, si tu veux, il faut avoir un profil, c'est là où le profil diffère, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, à un moment donné, j'ai compris ton idée, c'est super ce que tu as fait, maintenant je vais le prendre et je vais le scaler. Donc je vais le scaler, soit on va aller, c'est ce que je viens de dire, donc je vais l'expliquer différemment, mais on va aller dans plusieurs marchés verticaux parce qu'il y a des opportunités dans plein de marchés, soit on va prendre ce que tu as fait là sur 1 ou 2 marchés verticaux et on va aller l'amener partout dans le monde entier, puisque ce qui marche en France devrait marcher en Angleterre, en Allemagne, en Japon, en Inde. Okay. Donc là, c'est un profil un peu différent, puisqu'il a besoin d'être focus. Le premier profil, il a besoin justement d'avoir plein d'idées et de pouvoir cette ébullition à un moment donné fait que pouf, il y en a une qui sort et qui commence à avancer. Toi qui as travaillé avec beaucoup de CEO, donc de ces fondateurs en gros, fondateurs. Est-ce qu'ils sont capables de passer un cap ou au contraire à un moment vaut mieux qu'ils passent la main? Alors, j'ai les 2 exemples. J'ai les 2 exemples. Dans une de mes expériences, John Paul, qui était une boîte de conciergerie, alors pas une conciergerie classique, puisque c'est conciergerie B2B, donc c'est comment je profile en fait, soit les gens qui bossent pour moi quand je m'appelle L'Oréal, Parnasse, etc., soit mes clients. Je m'appelle LVMH, je veux comprendre mes clients, etc. Donc c'est faire de la big data finalement à travers des services de conciergerie. Le profil que j'ai rencontré, David, c'était un fondateur un peu fou à l'époque. Sortait de grande école, je crois qu'il avait fait Centrale, donc c'était un mec très éveillé. Et je l'ai vu en fait pendant notre relation, pendant les 2 ans où j'ai bossé avec lui, l'accompagner, j'ai vu un gars effectivement évoluer. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris ce siège de CEO au fur et à mesure du temps. Il est arrivé, il me faisait penser un peu à toi, j'en parlais tout à l'heure, à ton collègue. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans sa boîte, il y avait une 50aine de personnes, et il m'avait donné un entretien, donc je suis arrivé, puis je vois en gros la moitié de la boîte à la machine à café, il est 11h du matin, et je m'assois dans son bureau, il me dit, tu vois, ça marche pas bien, ma boîte, etc., je gagne pas de sous, tatati, tatata, et à un moment donné, ton management paternaliste, tu penses que ça fonctionne ? Avec ton truc d'être on est tous des potes, tu crois que ça marche? J'ai pas l'impression, moi. Donc la première étape, ça a été de dire on a l'impression que tu te fais chier ici, il faut partir et tout. Donc on a très rapidement mis un terme avec, je sais pas, un tiers des effectifs, un peu plus, 40% des effectifs, pour renouveler. Parce que quand tu as eu ce truc paternaliste pendant trop longtemps, c'est un ADN, les gens, tu peux plus les sortir de ce truc-là. Il y a une espèce d'affect qui se met en place, et si tu veux changer de braquet, ça marche pas. Il faut que tu changes les personnes pour pouvoir effectivement changer le braquet.
braquet. Et on a changé le braquet, on a restructuré la boîte. Très rapidement, on a gagné un énorme contrat qui était avec, à l'époque, Visa Infinite, qui a permis d'avoir effectivement du financement pour ensuite racheter en fait la plus grosse conciergerie aux États-Unis, qui avait 1000 personnes. À l'époque, John Paul n'avait que 200 personnes. Donc, construire un groupe à 1200 personnes, puis après, ce groupe-là a été revendu à Accor. Donc ça, c'était un énorme succès. Et lui a vraiment fait ce scale, ce changement d'attitude, de façon de faire, etc. Je l'ai vu changer. Parce qu'en gros, il était passionné par son projet. Ouais. Et il a réussi à dire, OK, je ne vais pas partir dans tous les sens. Oui. Je tiens quelque chose. Oui. Et l'aventure de l'emmener le plus loin possible me motive. Donc, je suis prêt à faire les sacrifices, ou en tout cas les évolutions nécessaires. Oui, et les sacrifices humains aussi. Ouais. Parce que forcément, tu fais des sacrifices humains. Quand le paternalisme ne fonctionne plus, il faut que tu changes d'attitude. Et pour changer d'attitude, tu te fais du mal parce que c'est pas ton ADN. Ok. Et toi, quand tu débarques dans cette boîte-là, tu sens tout de suite... Qu'est-ce que tu entends par le management paternaliste ? C'est-à-dire, on est tous des potes, on se fait la bise, on prend... Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prendre soin des uns des autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre la vie de l'entreprise et la vie personnelle. Tu peux avoir des gens qui bossent avec toi, que tu vois en dehors de la boîte, etc., pour tout un tas de raisons. Ça ne doit pas être la majorité, déjà. Je pense qu'il faut dissocier, en fait, le travail et ce qui est en dehors du travail. Encore une fois, je peux être un peu rétrograde quand je te dis ça. C'est juste mon fonctionnement à moi, et c'est ce que j'ai pu voir dans des sociétés. Quand ça marchait pas, c'est parce que le fondateur était trop proche des troupes, trop quelque part trop dans la bienveillance. Et la bienveillance, oui, mais jusqu'à un certain point. Je pense que la bienveillance, il ne faut pas passer de limite. Il y a des barrières à ne pas franchir. Tu vois, moi, par exemple, je m'impose une discipline quand je fais du coaching et de l'accompagnement de fondateurs dans des boîtes. Je serre la main à tout le monde, je vous vois tout le monde, il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas tout ça, en fait. Et ce que je fais aujourd'hui, les premiers stages que je fais où je parle aux gens de l'entreprise, quand il y en a 50, 100, 200, je suis toujours introduit et j'ai toujours une partie à un moment donné où j'explique ce que je viens, pourquoi je suis là. Et je leur dis, je suis là, je ne cherche pas d'amis. Je ne suis pas là pour avoir des amis supplémentaires. Peut-être j'en aurai, mais ce n'est pas ce que je cherche fondamentalement. Ce que je cherche, c'est faire en sorte que cette boîte soit leader dans son domaine. Ou en tout cas, soit dans le top 3 dans son domaine. Sinon, je fais autre chose, je reste chez moi. J'ai plein de choses à faire chez moi. Donc ça va passer par des étapes qui vont être dures. Ça va passer par des étapes de changement, de modification, de structuration, d'habitudes différentes, parce que je change les habitudes dans une boîte. Je ne suis pas là pour faire juste, si tu veux, de la figuration. On change les habitudes de travail, on les modifie. Alors, il y a certaines boîtes, elles ont des habitudes de travail, certaines qui sont bonnes. Tu ne mets pas tout à la poubelle. Mais pour faire un scale, à un moment donné, il faut faire un petit peu une remise à zéro. Faire un état des lieux, c'est d'ailleurs comme ça que je procède. Je ne rentre pas dans un business sans cette phase d'audit qui dure 6-8 semaines, sur lequel je fais 20-30 interviews dans la boîte. Et à partir de ces interviews-là, je fais un état des lieux. Puis après, je regarde le matériel, évidemment, les brochures, les machins, les collatéraux, tout ce que tu veux. Et je fais une analyse, et ça, je le porte auprès du fondateur en disant, voilà, c'est ce que je pense de ta boîte. Je pense qu'il y a ça, ça, ça. Voilà les shortcomings, voilà le SWOT, voilà tout le truc qui fait que ta boîte aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. T'es d'accord, c'est bien. T'es pas d'accord, j'arrête là. D'accord. Et quand il est d'accord, je passe à la phase suivante. On s'inscrit dans une durée de 3-5 ans et on fait un plan stratégique, etc. ensemble pour pouvoir se projeter. Et qu'on présentera ensuite aux employés de la boîte. Et ça fait pas un gros gloops dans la boîte quand tu débarques, tu prends le micro, on a l'impression d'être dans une scène de film, quoi. Un peu. On a fait venir le loup dans la bergerie. C'est ça. Et un peu. C'est assumé. Et c'est ce que je dis. C'est assumé. Et deux, le fondateur, ce que je dis, si les gens m'aiment pas, c'est tant mieux pour toi. Ils vont t'aimer plus toi, et moi, ils m'aimeront pas. Mais j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Ça me pose aucun problème. Et ils vont plus l'aimer lui. Au contraire, ils vont dire putain, le salaud de patron, non, il a fait alors venir oui et non. Terminator dans la boîte, quoi. Oui et non, David. C'est-à-dire qu'ils vont souvent en fait essayer de faire un peu tu vois, aller un peu se plaindre, machin. Il était dur, il m'a demandé ça, etc. Puis l'autre, tu vas faire oui, je sais. Il est un peu dur, mais. Et puis après, à chaque fois, quand tu as ce rôle-là, qui est un rôle de mentoring, parce que c'est ce que je fais, c'est du mentoring, après, c'est le fondateur qui te tue. Donc, mais c'est pas grave, encore une fois, ça fait partie du jeu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as fait évoluer les gens,
à la tête des boîtes, et que, parce que moi je reste en général entre 3 et 5 ans à peu près sur les accompagnements. Quand tu les as fait évoluer, il y a un moment donné, il faut qu'ils te tuent, parce que sinon tu projettes un truc sur lequel tu leur redonnes le sentiment qu'ils avaient des couches culottes quand tu es arrivé. Et ça, c'est dérangeant. Donc, mais de toute façon, ça fait partie du jeu, et je sais que je pars à un moment donné, et j'essaie d'anticiper le truc et de partir au bon moment. C'est quoi les erreurs de base que tu identifies dans les différentes boîtes où tu as fait cette analyse, trucs récurrents qui empêchent justement cette croissance? Que tu parles de mauvaises habitudes ou quoi? J'imagine il y a des trucs qui sont classiques. Bon, oui, mais ça dépend si tu es dans une boîte plutôt technologique ou une boîte qui est pas trop à critères technologiques. C'est quand même deux segments très très différents. Tu vois, la dépollution, par exemple, c'est pas très technologique. Il y a des outils en dépollution pour pouvoir savoir si un champ il est pollué, comment il est pollué, etc. Et puis essayer de faire un estimatif pour savoir comment le polluant s'est réparti en fonction de sédiments, de machin, de trucs, etc. Mais c'est pas très technologique. Après, ça reste assez bourrin dans l'approche, c'est-à-dire que tu es dans un truc sur lequel tu vas chauffer la terre pour récupérer par évaporation, récupérer des polluants, etc. Et puis les mettre en matière inerte pour les mettre dans des classes, ensuite des filières qui permettent de stocker ça. Ça, c'est pas très technologique. D'accord. Puis après, tu as des boîtes plus technologiques, les boîtes d'IT, etc. Donc c'est quand même deux... C'est-à-dire que deux approches, toi, quand tu viens, tu analyses ça différemment. Ouais. Et les erreurs ne sont pas les mêmes. Et les erreurs sont pas les mêmes. En technologie, si tu veux, c'est par exemple se focaliser sur trop de détails. D'accord. Or, il faut pas aller dans le détail. Il faut aller dans le mainstream. Il faut aller dans les choses que les gens attendent. C'est-à-dire que tu peux pas être dans un truc sur lequel tu vas toujours essayer d'aller sur le truc, le cas qui, s'il y a ça, plus ça, alors ça. Non, oublie. Tu le perdras le client. C'est pas très grave. Okay. Et puis, il y a le good et le bad dollar. Il y a le client qui, sur son marché, en fait, va être référent. Et donc celui-là, il a une grosse valeur de dollars, puisque quand tu l'as, ça permet de dupliquer en fait dans le même marché vertical. Et puis tu as le client bas de dollar, qui en gros, si tu l'as, ça va rien changer en fait sur ton business, parce que ça fera pas des petits. Donc ça, c'est de la technologique. Dans le non technologique, c'est un petit peu différent l'ambiance. C'est-à-dire que là, tu es dans un truc sur lequel il faut que tu vises l'excellence dans tout ce que tu fais. Pourquoi ? Parce que tu es dans un environnement sur lequel, finalement... Je reprends l'exemple de la dépollution. Quand tu arrives avec des diggers, des tractopelles, des trucs pour enlever la terre, la foutre dans un endroit, etc., il n'y a rien de technologique là-dedans. C'est des trucs de base. Il y a des camions qui viennent, tu fous de la terre dedans, tu l'isoles quelque part, tu fais un traitement. Bon, c'est pas très technologique. Par contre, il faut que tu sois précis. D'accord. C'est-à-dire que les marges dans la technologie, les marges peuvent être de 80%. Ou 90%. Quand tu es dans la non-technologie, tu es dans des marges qui sont très faibles, 20, 15, 12, 18. Donc tu es dans un truc sur lequel, là, la finance est maître. C'est-à-dire ton PNL, c'est ça qui va dicter en fait que ta boîte, elle va être successful ou pas. Dans l'autre, tu peux faire des erreurs. C'est pas très grave. Tu vois, parce que en fait, tu as tellement de marge que c'est facile. Là, beaucoup plus compliqué. Donc les erreurs, c'est de ne pas être bon au niveau du PNL et de la finance dans celle qui est non technologique. Et puis les erreurs de l'autre côté, c'est d'être trop pointilleux sur des trucs qui fait que tu te perds dans le détail et tu vas pas dans le mainstream. Les exemples, juste pour revenir sur la technologie très rapidement, les meilleures boîtes en fait que j'ai connues, parce qu'on a connu beaucoup de boîtes en fait dans les années 90, 2000, des boîtes de techno, j'en ai entendu parler, très vite elles ont disparu. Alors elles avaient la meilleure techno, mais elles n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché parce qu'elles n'étaient pas bonnes en com, déjà, bon, c'est un truc, mais surtout parce qu'elles se sont noyées dans un truc, si tu veux, de détail à un moment donné. Et puis les gros sont arrivés, ils ont fait « Ah, c'est vachement bien lui ce qu'il fait. Tiens, je vais faire en partie ce qu'il fait, puis boum, en rouleau compresseur, je vais prendre le marché. » Et il les a tués, ou il les a absorbés pour 3 francs 50. Donc tu vois, c'est un peu ça le... Et en même temps, tu as une boîte comme Apple, où j'ai l'impression qu'eux, ils ont été ultra dans les détails. Bah non.
Pourquoi dans le détail? Non, à un moment donné, en fait, ils ont pris l'idée, ou pas pris l'idée, parce que j'avais rencontré un gars qui est français, qui est bordelais, et qui a inventé cet instrument de musique, là, c'est un truc, là, digital, machin, j'ai plus le nom en tête, et lui, il me dit, moi j'avais rencontré à l'époque, effectivement, les gens d'Apple pour leur montrer ce que je faisais, et ils ont piqué mon idée. J'ai voulu le croire, hein, j'ai voulu me dire que c'était plausible. Ouais. Apple, ils ont juste fait à un moment donné un bridge technologique. C'est-à-dire qu'ils ont parié sur le fait que l'écran tactile allait être l'avenir. Apple, c'était une merde il y a 15 ans. Ouais. Ça valait rien. Personne n'utilisait Apple. Il y avait 3 mecs qui faisaient du graphisme. Ouais, on fait de l'Apple, machin. Oui, c'était 3 pelés intondus. Ça perdait de l'oseille. C'était pas. Et puis tout à coup, il y a eu effectivement le smartphone, l'arrivée du smartphone, les tablettes, etc. Ça a été en fait le Apple qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et en fait, sur une idée qui était de parier l'écran tactile. C'est d'ailleurs, en technologie, c'est marrant parce qu'à l'époque, moi j'ai essayé d'avoir une vision sur la techno tout le temps, être un peu en avance de phase. Je me suis rarement trompé, et je me suis trompé sur cet aspect-là. J'ai pensé que le tactile n'avait pas marché. J'avais du BlackBerry à l'époque et je me disais non, mais il faut un clavier. Pour envoyer des mails, il faut un clavier. Et en fait, on a réussi à faire un truc avec l'écran tactile qui est tellement pointu qu'aujourd'hui, en fait, force est de constater qu'il n'y a plus que ça, et c'est génial. Et bravo Apple pour ce truc-là, quoi. Ils ont fait un... Mais c'est pas le détail, ça. C'est non, un bridge. À un moment donné, bam, tu swaps et tu dis, ça c'est le standard. Et dans ce que tu fais, tu le fais bien, et tu te perds pas dans 20 000 features. C'est dans ce C'est sens-là. ça. Ils n'ont pas sorti 15 téléphones. Hein. Ils ont sorti des téléphones au fur et à mesure du temps. Tu vois, de plus en plus de features, etc. Il y en avait un. Le premier iPhone, quand il est arrivé, si tu veux, c'était un truc, voilà, c'était simple. Voilà. Et puis après, tac, t'avances. Un format. Tu vois, un écran, un format. Pas 12 écrans, 12 formats. En fait, c'est ça le truc. Quand tu veux scaler en manufacturing, moi j'ai eu à un moment donné, enfin tu le sais, je t'en ai parlé, j'avais eu une marque de boxe. Et ça a été mon expérience la plus douloureuse parce que c'est vraiment un truc de dingue. Tu te dis à un moment, très vite, tu te retrouves avec 1000 références et tu fais, je sais pas, 500 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Et tu as 1000 références. C'est l'enfer. Le stock, le machin, c'est l'enfer. Parce que des références, c'est t'as un gant de boxe, il est bleu en 12 oses, puis il est rouge en 12 oses, puis il est noir en 12 oses. Donc tu as déjà 3 références sur un truc. Puis tu as 14 oses, 16, 8, 6. Enfin, tu en as dans tous les sens. Des t-shirts, pareil, XL, L, S, XS. Donc ça, c'est l'horreur. C'est toujours ce que je dis. Le succès en manufacturing, c'est d'avoir 1, 2, 3 produits et de scaler ça. De tuer un maximum de produits pour aller sur le mainstream. Wow. C'est ça, en fait, Ou de s'appeler Amazon et être un fou furieux. Ça, c'est autre chose. Amazon, il a vendu des bouquins au départ. Ouais. Quel est ton conseil pour moi pour recruter des profils comme le tien, c'est-à-dire qui peuvent amener cette structure, cette rationalisation de business? C'est quoi en termes de recrutement, les skills, les compétences, le type de formation, enfin, si tu devais me donner les clés pour faire ce genre de recrutement? Alors, j'ai pas envie de paraître prétentieux, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ou de structures qui existent et qui proposent ce que je propose. Okay. C'est-à-dire où tu es dans le top 5 et tu as des mecs qui te font des Anderson, etc., qui te font des super spreadsheets et des belles PowerPoint, etc., mais ensuite qui sont pas là pour l'exécution, où tu as des mecs qui exécutent bien, mais qui sont pas capables de t'aider pour le strategic thinking. Donc c'est très dur de faire les deux, en fait. Après, tu sais, quand je vais dans les boîtes, dans l'accompagnement des boîtes, dans le scale, je fais aussi le recrutement. C'est très rare quand je prends un job de CEO, je le fais pour Jaguar Network à Marseille, qui est la boîte qui a été revendue à Free, qui est l'entité B2B de Free. Mais là où j'interviens beaucoup, c'est une fois qu'on a mis le plan en place et qu'on est d'accord sur le plan stratégique, faut recruter les gens et l'équipe A, on va dire, pour pouvoir exécuter le plan. Et c'est vrai que je recrute parfois les CEO, CFO, CMO, tout ce que tu veux, etc. Et j'ai du mal à... Déjà, il y a un truc qui m'étonne, alors beaucoup en France, c'est cette... parce que moi, tous mes entretiens, en fait, quand j'arrive dans une boîte, je parle toujours anglais.
C'est le truc de base, c'est de leur parler anglais parce que je veux que les gens ils soient à un meilleur niveau dans la langue étrangère parce que l'idée, c'est quand même en général d'aller à l'international. Et tu t'aperçois qu'on a beaucoup de difficultés en France à parler les langues. Et c'est probablement ça qui empêche le scale de pas mal de boîtes françaises à l'international. C'est déjà, quand on s'exprime en anglais, on doit pouvoir s'exprimer en anglais comme on s'exprime en français. Alors ça paraît facile de le dire, c'est moins facile de le faire parce que tu as beau avoir été à l'école, avoir fait plein d'années d'anglais, etc. Si tu n'as pas vécu dans un pays où si tu n'as pas été contraint de parler toute la journée en anglais, c'est très compliqué. Mais je suis déjà assez étonné, à un niveau assez élevé, de gens qui ont déjà un problème pour s'exprimer correctement dans la langue anglaise. Je ne te parle pas de langues hautes comme espagnol, italien, etc. Mais déjà en anglais. Ce qui est la base aujourd'hui. Parce que quand tu regardes, en tout cas mes enfants et nos enfants, ils sont baignés là-dedans parce qu'ils regardent Netflix en anglais, ils regardent les sous-titres. Et j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup mieux que, alors j'allais dire notre génération, la mienne en tout cas. Toi, c'est un peu différent parce que tu es plus jeune. Mais nous, on a les cinquantenaires, là, ils ont beaucoup de mal à parler la langue anglaise. Donc, toi, c'est la première étape. L'anglais. Première étape, c'est anglais, pour t'exprimer correctement. Et ensuite, après, comment tu identifies, parce que j'imagine bien le genre de profil qui reste dans une boîte après un discours comme le tien en disant « je suis pas là pour être votre ami, on est là pour gagner, on est là pour scaler ». Tu as tous les premiers de la classe qui aiment bien la performance, avoir des bonnes notes, qui se disent « génial, je vais me dépasser ». Puis tous ceux qui sont là pour avoir une bonne ambiance, ils se barrent. Comment tu identifies ces premiers de la classe, en gros? C'est ces profils-là qui vont aimer ce type de management que tu vas mettre en place? Alors, je trouve que ton truc de premier de la classe, c'est pas une certitude, ça. D'accord. Tu peux avoir des gens qui sont pas forcément premiers de la classe, mais qui, sur un discours un peu motivant, vont se motiver, vont pas être forcément bons au départ. Moi, je donne toujours la chance au produit. Je suis pas dans un truc sur lequel je suis pas euthanaseur, tu vois. Je suis pas là pour te fumer parce qu'on a fait un entretien, tu m'as pas plu, tu as une sale tête, tu me reviens pas, c'est pas ça. Moi, c'est du très concret. C'est toujours quand je vais en entreprise, déjà, il y a un truc qui est fondamental, c'est les valeurs. Tu sais, on parle de valeurs. Mais qu'est-ce que c'est les valeurs, comment tu les définis, etc. Et moi, il y a une valeur qui est importante, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, et l'intégrité, je la définis à chaque fois. Je dis, voilà, l'intégrité, c'est pas compliqué. C'est tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Donc ça, c'est une valeur pour moi qui est tout en haut dans une entreprise. Après, on peut parler du teamwork, on peut parler de tout un tas de choses, mais l'intégrité, c'est un fondamental. Donc moi, je préfère un cancre intègre qu'un premier de la classe qui n'est pas intègre et qui joue la diva. Ok. D'accord? Parce que celui qui n'est pas tout en haut de la pile, mais qui est intègre, je sais qu'à travers de la formation, à travers de l'explication, il va devenir meilleur. Et plus il va devenir bon, et plus il va devenir bon. Alors que la diva qui est tout en haut, qui lui se dit « il m'a demandé de faire ça et de le rendre à tel moment, etc. Je l'ai rendu plus tard, ça passera parce que je suis tellement bon, celui-là, il ne m'intéresse pas. » Et comment tu mesures ça, cette intégrité dans cette phase de recrutement, dans les échanges? Tu as des questions, tu as des tests? Alors oui. J'ai une série de questions, si tu veux. Puis mes entretiens sont assez durs parce que avec le temps, si tu veux, j'ai développé, ça c'est aussi le savoir-faire du truc, mais des questions sur lesquelles tu vas pas forcément le savoir, mais à la 12e question, c'était la question que je t'ai posée déjà en numéro 3, qui est posée différemment, il faut mieux que tu me donnes la même réponse. Tu vois, donc j'ai un truc un peu, c'est un peu, mais voilà, c'est un peu l'idée. C'est un Hunger Game, le truc. Ouais, c'est un Hunger Game. Et puis après, de toute façon, tu as des périodes d'essai. Donc je veux dire, tu as 3 mois, éventuellement renouvelable 3 mois, et tu le vois pendant la période d'essai, quelqu'un qui va y arriver et quelqu'un qui va pas y arriver. Mais moi, tu sais, c'est toujours comme ça. J'ai toujours fait un truc très très simple. Tu me disais tout à l'heure, c'est quoi la réussite dans une entreprise? C'est de pouvoir avoir des outils simples pour pouvoir gérer une boîte. Moi, on faisait 100 millions, je gérais toujours à la spreadsheet Excel. Donc les gens qui m'expliquent à 5 millions qu'il faut des trucs avec des ERP dans tous les sens, qui te font des... Non, ça c'est de la merde, ça n'existe pas. Oui, le ERP est nécessaire à un moment donné pour que tu franchisses une étape, pour que ce soit plus structuré, plus précis. Si tu t'appelles Carrefour et puis que tu fais un truc à 4 chiffres après la virgule, c'est évident qu'Excel, ça ne va pas forcément fonctionner. Sur la précision, j'entends, quand la précision est telle que... voilà. Donc là, oui, des outils adaptés, etc. Mais il faut faire des choses simples en management. Tu vois, les choses simples, c'est par exemple, moi quand je fais faire des reviews sur des gens qui doivent délivrer des choses, c'est il y a telle chose à faire, et je pose toujours la question, à quel moment tu penses pouvoir le faire? Est-ce que c'est en 48 heures, en une semaine, en un mois, en 3 mois?
Voilà, c'est à peu près ça, un truc, 48. Voilà. Et le gars me dit, une semaine. Bon, très bien, donc tu notes une semaine. Voilà, puis la prochaine action, c'est ça. Bon, combien de temps? Un mois, ok, un mois, etc. Puis tu notes tout, en fait. Et puis toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, en fonction de comment tu fais ton management, tu revues le truc. Puis tu dis, bah Paul, tu avais 18 actions là, donc tu avais ça, ça, ça. Bah aujourd'hui, il y en a 4 là qui devraient être finies. Elles sont faites ou pas? Ah oui, non, mais. Bah voilà, en fait, tu as un problème. Donc toi, ton tableau Excel, c'est le suivi des tâches, quoi. C'est suivi des tâches, c'est un truc très simple, c'est basique. Hein, date du jour, quelle tâche, à quel moment tu dois la délivrer, fait, pas fait. Et tu as toujours ceux qui te trouvent toujours, si tu veux, des excuses. Ouais, j'ai pas pu parce que machin, etc. Et puis tu as ceux qui font leur truc, si tu veux, à peu près correct, quoi. Tu peux toujours avoir un débordement, on n'est pas des robots. Mais ce que je veux dire, c'est ça, en fait, le truc. Et puis, c'est pas toi qui l'impose. Le management, c'est surtout pas toi qui l'impose. C'est pas moi qui ai dit à Paul, dans une semaine, tu feras ça. C'est lui qui m'a dit, je pense, c'est une semaine. Oui, en fait, tu l'invites à prendre lui-même un engagement. Exactement. Mais là, tu touches du doigt un point. J'ai écouté une vidéo qui parlait de l'associé à Warren Buffett, qui disait cette phrase: l'enjeu, c'est trouver des boîtes simples et mettre des gens très compétents à la tête. Et dans le côté simple, c'est qui s'éparpille pas. Ouais. Et c'est vrai que tu parlais de ce profil de l'entrepreneur qui part dans tous les sens. Là, c'est vraiment dans cette saison un peu de transition dans laquelle je suis. Ouais. J'ai un vrai discernement à moi-même, c'est que moi, j'aime créer. Et donc, je me dis, est-ce que je me limite à un projet et je simplifie tout et je m'éclate à faire 100 millions avec, ou j'assume que en fait j'aime faire plein de projets et puis j'en fais plein et puis après d'autres personnes les développeront. Mais je me rends compte que j'ai une facilité à complexifier les choses et que c'est vraiment pour moi un défi de me dire non, c'est ça et on le pousse. Mais est-ce que tu as envie de faire ça? Ouais. C'est ce qu'on disait en introduction tout à l'heure. Être jeune, pas jeune, etc. Si tu as envie de faire ça, grand bien t'en fasse. Si t'as pas envie et que c'est un truc sur lequel c'est contre nature, le fais pas. D'ailleurs, toi, comment t'as défini avec le temps c'est une question un peu classique, hein, quelle est ta définition du succès? Est-ce j'imagine qu'elle a évolué avec le temps? Ou ça a toujours été un peu la même? Ou tu t'es jamais vraiment posé cette question et que tu as avancé au fur et à mesure? Alors je me l'ai supposé. Ce que je disais quand j'ai arrêté Radware, et à un moment donné, tu es assez successful, tu as un nom, tu es jeune encore, parce que j'avais 35, 36, 37 ans. Puis tu commences à être approché par des beaucoup plus grosses boîtes et qui se disent, lui, tiens, c'est intéressant, on pourrait lui filer un PNL de, je sais pas, 500 millions, 1 milliard, avec une business unit, il y a 5000, il y a 10 000 mecs à gérer. Et en fait, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que ce que j'ai aujourd'hui? Plus d'argent, oui, parce qu'on te fait des packages de dingue. Mais est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que quand je vais rentrer à la maison, je vais être plus heureux? Est-ce que je vais mieux vivre ma vie? Est-ce que, etc. Et en fait, la conclusion, c'était, ben non, en fait, ça va rien m'apporter. Donc je crois que le succès, c'est quand tu arrives à un niveau et que tu te dis, le niveau d'après, je sais ce que c'est, mais il m'intéresse pas. Pas parce que j'en ai pas la compétence, mais parce que j'en ai pas l'envie. De pouvoir choisir. De pouvoir choisir. Et te dire, ça, je sais ce que c'est, je vois ce que c'est, pas je sais ce que c'est. C'est pour ça que je suis très... Dans mon truc de coaching et d'accompagnement, je suis très clair. Les boîtes, quand je rentre, j'aime bien quand elles font comme tu disais tout à l'heure, quelques dizaines de millions, les amener à quelques centaines. Mais voilà, et puis 2000 personnes, 1005, 2000, 2005, voilà, c'est mon scope. Je ne vais pas rentrer avec une boîte qui fait déjà 1 milliard, qui a je ne sais pas combien de personnes en disant bah, je vais vous expliquer ou je vais vous aider comment à scaler, puisque vous êtes déjà dans le scale. Donc vous n'avez pas besoin de moi. Tu vois, donc faut être toujours en phase avec là où tu peux finalement l'action, où est-ce que tu peux l'avoir? Dans quelle zone en fait de confort? Moi, c'est une zone de confort que j'ai pas voulu me challenger plus haut parce que ça ne m'intéressait pas. J'en avais peut-être les compétences, peut-être pas, puisque je l'ai pas fait. Donc j'en sais rien, mais a priori on pouvait me proposer ça. Peut-être que je me serais planté. Et dans cette zone de confiance dans laquelle tu es, tu peux t'embarquer dans des missions comme ça sans renier sur ta qualité de vie.
Oui, ou bien tu sûr. réembarques. C'est des nouveaux tunnels dans lesquels tu Non, vas... non, je fais plus ça. Non, tu parles quand je fais mes missions aujourd'hui? Oui, après cette expérience-là, tu as fait plein d'autres Ouais, expériences. enfin plein, j'en ai fait 4. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ouais, ces 5. expériences-là, 5. Ouais. est-ce qu'elles sont... Tu as réussi à les faire sans te cramer comme tu l'as fait Ah, complètement. Il y a déjà un truc, c'est que je dis pas que je vais bosser toute la semaine. Ok, D'accord? Je dis que je vais bosser entre 3 et 4 jours par ok. semaine. Donc en général, j'évite de bosser le vendredi, puis un jour dans la semaine, le mercredi par exemple. Donc je vais bosser lundi, mardi, jeudi par exemple, tu vois. Mhm. Mais ça m'empêche pas, encore une fois, comme je bosse pas sous la contrainte, ça m'empêche pas de délivrer des choses le week-end si j'en ai envie. Hmm. Tu vois le Ouais. principe? Mais je me mets plus dans un truc sur lequel je vais bosser 60 heures ou 70 heures la semaine. Non, ça n'arrive pas. Hmm. Mais c'est pour ça que je suis plus opérationnel, CEO ou Mhm. VP ou ce que tu veux. C'est parce que j'ai envie de cette liberté-là. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai. Hmm. Maintenant, ça me plaît beaucoup d'accompagner le gars qui va faire. J'adore aujourd'hui faire. Ça veut pas dire que je fais plus rien. Hmm. Oui, tu es dans une Tu vois, posture de guide en je fait. suis dans une posture de guide, donc je suis deuxième, je suis le mec qui est derrière. Je suis derrière le Ouais. truc. Je suis pas devant. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu partages aussi, c'est qu'il y a quelques années, tu as décidé d'acheter un domaine. Oui. Et moi, ça me fascine quand je viens chez toi de te voir sur ton tracteur ou en train de labourer la terre ou bricoler ou quoi. L'idée, c'était d'avoir un lieu ressourçant. Ouais. Raconte-moi un peu ce qui t'a amené à faire cet achat. Alors, l'idée, c'était, je reviens à ce qu'on s'est dit en introduction, c'est-à-dire que le sport, la créativité, la nourriture, c'est des choses effectivement qui me semblent essentielles pour la vie d'un homme. Mhm. Et j'avais envie de, si tu veux, d'avoir un lieu sur lequel je pouvais avoir ces trois trucs-là. C'est-à-dire faire le sport comme je voulais, parce que c'était un environnement assez exceptionnel. Manger, très bien, parce qu'on a un super verger avec ses pommes anciennes. On a 50 variétés de pommes. Et puis, on a plein de légumes qu'on fait nous-mêmes. On est un peu quasiment autonome quoi, sur nos trucs. J'avais des aurochs pendant des années. On a mangé des aurochs. C'était assez exceptionnel aussi. Maintenant, on a le poisson dans le lac qu'on peut pêcher. Voilà, on tue des canards tous les 2 ans parce que il faut qu'ils se renouvellent. Donc, on est dans un truc sur la nourriture est très importante. Et puis l'artistique, parce que j'ai toujours aimé travailler de mes mains. J'ai été très frustré pendant des années de ne pas pouvoir le faire parce que j'avais matériellement pas le temps de le faire et puis pas l'espace. Et c'est vrai que ça a été mon plus gros challenge quand j'ai repris ce site qui était pas à l'abandon, mais qui était en tout cas un site qui était voilà, où il fallait refaire beaucoup de choses pour le mettre au niveau où il est aujourd'hui. Et j'ai aimé beaucoup travailler la forge, travailler le métal, partir de matériaux bruts, refaire des charpentes, des toits, des baraques. Ça, j'ai adoré parce que mes 2 grands-parents en fait étaient manuels, étaient maçons, l'autre était charpentier. C'est vrai que petit, j'ai discuté avec eux, j'ai vu des trucs qu'ils avaient fait, etc. Et j'ai toujours aimé finalement ce truc-là de construire. Je trouve que une journée, en fait, quand tu construis quelque chose, tu pars le matin, il n'y a rien, et tu finis ta journée, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un mur, il y a tout à coup un nouveau toit, il y a etc. Et ça, c'est des choses que tu n'as pas quand tu travailles derrière un bureau. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas au McDo, tu as l'impression que tu as mangé, mais en fait, tu as l'impression que tu n'as pas mangé finalement. C'est un peu le même sentiment entre un travail derrière un bureau et un travail manuel. C'est-à-dire, il y en a un et tu as l'impression, il te prend beaucoup de temps, mais tu n'es jamais rempli. Parce que tu es toujours en train de courir après une chimère, parce que c'est jamais fini en fait. Tu as toujours le mail qui arrive en plus, le truc qu'il faut machin, etc. Et puis l'autre, tu es dans un truc, tu vois, sur lequel il fallait faire une tranchée, tu vois, là il fallait passer la fibre optique, j'ai fait 150 mètres de tranchée, je suis allé louer un matos, là, une trancheuse, au début je ne savais même pas que ça existait, qui fait des tranchées de 9 cm dans la terre, on a fait ça sur une journée, bon j'ai les mains complètement ruinées, mais c'est chouette parce que ça y est, la tranchée elle est là, ils viennent installer la fibre mardi. Je suis content, tu auras la fibre pour faire ton événement. Voilà, ça c'est des trucs, c'est concret. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas avant, maintenant il y a.
Là, l'extension qu'on est en train de faire à l'atelier, où on fait notre unité de tatouage et puis notre galerie intérieure, on l'a démarré, il n'y avait rien. Donc on a terrassé, on a mis du béton, on a mis 1000 parpaings au ciment, à la main, fouillé, ça fait 20 kilos le parpaing, tu mets ton truc, et puis on a fait la charpente, on a fait livrer le bois, crac, mettre, tac, etc. Mais tu as toujours eu ça dans ton parcours, ou c'est que vers la fin, enfin ces dernières années, où tu t'es trouvé cette passion-là? Non, j'ai toujours aimé travailler de mes mains, mais c'est ce que je te disais, je n'avais pas l'espace pour le faire. D'accord. Donc je me suis plutôt, on va dire, focusé les années où j'étais urbain, citadin. Je me suis plutôt, quand j'avais un peu de temps, j'ai plutôt fait du chant, de la guitare, tu vois, de la musique, etc. Parce que ça, c'est simple. Et puis c'est vrai, quand j'ai acheté le domaine, c'était vraiment ça. C'était de dire, voilà, on a un truc sur lequel je vais pouvoir m'exprimer. Et c'est vrai que quand tu viens à la maison, la plupart des trucs ont été faits à l'atelier. J'ai un atelier, il fait 300 mètres carrés. Alors en dehors des sculptures que j'ai fait qui sont sympas, certaines qui sont plus là, mais il y en a certaines encore qui sont sur site. C'est vrai que c'est bien quand je passe derrière le truc, je me dis ah ouais, ça je me rappelle comment c'était, je me rappelle quand les matériaux sont arrivés, le mec il a livré, quand on a construit les ponts, parce que l'autre pont avait été détruit par une pluie importante, etc. Et j'ai dit bon, allez, on va mettre 3 IPN, on va remettre des plaques par-dessus, etc. Les gens ils mettaient un dingue. Non, je fais juste un pont, quoi. Il n'y a rien de... Ce que je trouve génial, et là où je trouve que c'est inspirant pour les plus jeunes comme moi, c'est de me dire que, en gros, le parcours entrepreneurial, j'ai bien aimé ta définition, c'est avoir le choix. Et au fil des années, tu as pu te construire la vie qui te ressemblait. Et là, j'ai l'impression que tu touches du doigt ça. C'est-à-dire, à la fois, tu transmets ton expérience en étant ce guide, cet accompagnant, et en même temps, tu le fais dans un lieu où tu peux t'épanouir artistiquement, manuellement. Ouais. Donc, c'est excellent. Ouais, le domaine, donc le domaine de Belloc, en fait, c'est une histoire. Ce site, il a une histoire. C'est vrai que c'est une maison qui avait été démarrée en 1670, la fin de la Renaissance, c'est assez rigolo. Et c'est vrai que voilà, j'ai pris vraiment du plaisir à le rénover. Maintenant, il y a les dômes, etc. C'est assez joli. Il y a une maison dans les arbres, il y a tout un tas de trucs. Et c'est de l'agro-tourisme. J'aime bien mélanger l'agro et le tourisme. Et quand les groupes viennent, alors ça ne va pas être ton cas, mais il y a certaines entreprises qui viennent, etc. En fait, c'est un peu l'endroit de l'utopie où tout est permis. Tu vois ? C'est vrai que moi, j'étais tombé amoureux de ton... Enfin, on s'est rencontrés comme ça. Je cherchais un endroit pour m'isoler, pour pouvoir écrire et avancer sur ce projet de livre que j'ai depuis des années. Je cherche sur Airbnb. Je tombe sur ta cabane dans les arbres et je me dis, c'est à 5 minutes à pied de chez moi. J'hallucine, je prends, je débarque et je suis dans un endroit, je me dis, mais en fait, il y a un truc qui me fait bugger parce que c'est incroyablement chic, comme tu dis, et en même temps incroyablement roots. Il y a cette grosse statue en bois du fumeur de joint, tu sais, j'étais là. Et donc, je vis mes 3-4 jours. Je suis là avec le petit lac en bas, l'étang, je suis au paradis. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être un écrivain dans ma bulle, quoi. Et puis, je me souviens plus du prénom du gars qui était là pour m'accueillir. Et je lui dis, est-ce que je peux vraiment rencontrer le patron? Parce que je suis curieux de voir la gueule qu'il a et qui c'est. Enfin, c'est improbable. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on sent que c'est un lieu qui a une âme. Tu as voulu créer un lieu qui, à la fois, peut être sur des beaux projets d'isolement comme moi, de devenir seul et peut déconnecter, ou des groupes ou des entreprises. Tu as créé quelque chose qui te ressemble, quoi. Et puis surtout, ce que je te dis, les gens, il y a beaucoup de gens qui vivent sur des fantasmes, c'est-à-dire en se disant « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait de la musique, ou j'aurais soudé, ou j'aurais utilisé une forge, etc. » Et moi, je leur dis, tu sais quoi ? Dans 10 minutes, tu sais souder. Dans une demi-heure, tu vas venir, tu vas chanter avec moi, parce que chanter sous la douche, c'est une chose, mais chanter derrière un micro avec un truc, c'est autre chose. Donc tu vas venir chanter, si c'est ça ton truc. Je vais t'accompagner et tu vas chanter avec moi. Ou tu vas utiliser la forge, tu vas voir ce que c'est de porter un métal au rouge dans du charbon et de le tordre et d'entendre le bruit du métal qui se tord et en faire une forme. Et c'est ça, en fait, le truc. On est trop dans une société sur laquelle on t'a dit depuis tout petit, choisis bien ton métier parce que tu vas faire ça toute ta vie. C'est faux. Tu vas pas faire ton métier toute ta vie. Je pense que tu vas faire ce qui te plaît si tu as la curiosité
de pouvoir t'intéresser à d'autres choses dans la vie. Tout est accessible. Alors, encore une fois, on reste dans le... Tu feras pas le truc de manière excellente, mais tu le feras good enough. Tu vois, Oui, c'est puis tu vas suffisant. t'épanouir et à Voilà. toucher quelque chose. Toucher quelque chose de nouveau. Ouais. Moi, je prends du plaisir aussi à la forge, je prends du plaisir à souder. Alors, des fois, c'est des trucs pour du concret. Si tu fais un pont, il faut souder les plaques entre elles. Alors, s'il y a un soudeur qui fait ça toute la journée, il vient, il soudera mieux que moi. Mais moi, ce que j'ai fait, ça tient. Ça va pas casser. C'est peut-être moins joli que lui, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien cette vois approche et je trouve que c'est hyper encourageant de... Bon, c'est un truc qu'on entend partout, de rester soi-même, mais tu as un bon exemple. Tu as voulu faire du reggae, tu as fait de la finance, tu fais de la souderie, là tu t'intéresses à l'agriculture. Ou de la boxe. Voilà, c'est ça, tu es resté sur plein de sujets. Ouais. D'ailleurs, en parlant de boxe, qu'est-ce que t'as apporté les sports de combat dans ta vie d'homme? Alors, c'est marrant ta question parce que en fait j'avais commencé au rugby assez petit, puis j'ai eu un accident à un moment donné vers 22 ans en jouant en universitaire, etc. Et après, en fait, j'ai commencé à travailler. Puis de toute façon, comme j'étais monomaniaque, je faisais pas de sport. Et puis après, je me suis remis, mais à la fin de la vingtaine, vers 28-29 ans. Et je voulais pas refaire du rugby. Et tout à coup, j'ai eu cette possibilité, ou j'avais peut-être même 30 ans, cette possibilité de sponsoriser un mec en kickboxing à l'époque. Et j'ai appris à le connaître, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, et si je faisais du kick Et puis en fait, j'ai pas fait du kick, j'ai fait de la boxe thaï. J'ai fait de la boxe thaï, j'étais à Nanterre avec mon prof qui s'appelle Quider, qui est toujours prof d'ailleurs à Nanterre, qui est un amour de gars, qui a formé plein de champions. Et donc j'étais dans sa salle, et puis j'allais aussi à Villeneuve à un moment donné, parce que j'ai accéléré pas mal. Je faisais au départ 2 entraînements, puis après j'en ai fait 4. Et puis vers 38-39 ans, là, à un moment donné, justement à Nanterre, je me retrouve avec le champion de France amateur dans ma catégorie, qui était moins de 91 kilos. Et j'avais vraiment le sentiment, si tu veux, d'être imbattable. Et je me suis retrouvé face à ce mec-là, et on a fait 2 rounds. Le premier round, il a été gentil avec moi. Tu vois, c'était un mec qui était conducteur de bus la journée, et puis il faisait 5 entraînements par semaine. Et le deuxième round, il a accéléré, et il m'a mis un KO au foie. Et je suis tombé comme une merde. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est ça que je voulais dire, l'homme le plus fort. En fait, t'es pas l'homme le plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouveras toujours quelqu'un en face de toi qui est meilleur que toi, et plus fort que toi. Et donc, la boxe m'a appris ça. Elle m'a appris que tu peux toujours tomber sur quelqu'un plus fort que toi. Et c'est toujours le conseil que je donne aux gens. Ne t'embrouille pas avec des gens, tu sais jamais qui t'est en face de toi. Et ça, c'est la boxe qui m'a permis ça. Une forme d'humilité, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai eu ces années où, avec beaucoup de succès, beaucoup de trucs entre la musique, les sports de combat, l'IT, la sécurité, le machin, etc., tout allait bien, etc. J'étais l'impression, puis t'as 30 ans, entre 30 et 40, t'as l'impression que t'es champion du monde, quoi. L'homme le plus fort. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est l'homme le plus fort. Potes, quoi. Ouais, c'est l'homme le plus fort, Alex. Le plus fort, quoi. Regarde, sans déconner, il est VP, il est dans le monde entier. Nous, on est des simple sales, machin. Et je pense à mon copain Karim Bouamran, qui est le maire de Saint-Ouen, qui est un vieux pote à moi, qui est un mec adorable. Et je pense à lui, qui disait dans une interview, ah ouais, mais Alex, on était des simples sales de base. Lui était déjà vice-président de boîte, etc. Et c'est vrai qu'entre 30 et 40, tu as le sentiment que rien ne peut t'arriver. Et tant mieux. C'est une phase de ta vie. Et la boxe m'a permis ça. Et c'est vrai qu'à la fin de la trentaine, je me suis dit, ah bah non, tu vois, en fait, il y a des moments où tu tombes sur plus fort que toi. Ça m'a mis beaucoup d'humilité. Ça m'a permis de passer un cap. Puis après, tu sais, la vie, elle est jolie pour ça. C'est parce que chaque décennie, en fait, tu apprends des choses et tu évolues et tu changes. Et voilà. Donc, 30-40, c'est le faire. L'homme le plus fort. 20-30, ce serait quoi si on devait une petite définition de Alex dans cette période-là? 20-30, c'est la jouissance. Okay. C'est vraiment se faire plaisir, c'est découverte, etc. 30-40. 40-50 40-50, c'est la phase où tu consolides. Okay. C'est de la consolidation, finalement, 40-50. Ok. Et maintenant, le 50-60? Et maintenant, c'est essayer de tendre vers la fluidité. Ok. Vers, tu fais des choses, t'as pas l'impression de les faire. Ça coule. Ça coule, ouais. Ok. Et en parlant d'humilité, il t'est arrivé une épreuve aussi dans ta santé, un cancer?
Et j'imagine que ça aussi, en termes de bouleversement intérieur, ça doit être un truc de fou. Bah écoute, en fait, tu parlais du premier de la classe. Ouais. Avec les mecs qui font tout bien, là. Ouais. Tu bois pas, tu fumes très peu, tu machin, etc. Et puis un jour, on te dit, bah vous avez un cancer. C'est un lymphome. Wow. Moi, c'est pas possible. Bah si, c'est vous. Mais vous êtes sûr, faut une chimio, faut un machin. Ah ouais, faut une chimio. Mais on va perdre ses cheveux, on va faire ci. Ah ouais, vous allez être comme ça, vous avez une tête de cancéreux. Et là, tu rentres dans une autre phase en fait de ta vie sur lequel tu parles d'humilité, tu te retrouves dans un truc, tu comprends pas, puis tout va très vite en fait. On t'annonce, tac, tac, tu vas dans les trucs et tu commences et tu fais des traitements. Et en fait, très rapidement, tu t'aperçois que c'est une épreuve de vie et que finalement, t'es pas si mal que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, notamment quand tu es soigné en hôpital de jour, ce qui était mon cas, tu partages une chambre en fait avec deux ou trois autres personnes et là tu vois tout et tu vois surtout en fait des gens, alors tu vois des gens de ton âge et plus vieux, mais tu vois aussi beaucoup de gens qui ont 20-30 ans et là tu fais ouais, ça c'est de l'injustice parce que à partir de 50, on va pas se mentir, c'est du bonus. Ta vie. Avant, on vivait jusqu'à quoi? 40, 45 ans. C'est le monde moderne qui t'a dit non, mais on doit vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. C'est pas un concours, en fait, la vie. C'est pas. On doit vivre le plus longtemps possible. C'est fait le plus de trucs possible dans ta vie. Remplis-la plutôt de te dire on va rester le plus longtemps possible. Ouais. Si tu la remplis bien et que tu meurs à 50 ans, tu auras une meilleure vie, je pense, qu'un mec qui l'a pas rempli et qui meurt à 90. Ce qui est par contre injuste, c'est quand tu te retrouves dans une chambre et qu'il y a des gosses de 20 ans, de 25 ans qui sont malades, qui ont une leucémie. Parce que moi, c'est tout ce qui est orienté le sang, parce que la lymphe, c'est lié au sang. Et là, c'est dur. Ils te racontent leur histoire. Et là, je me rappelle d'un, notamment, il venait de se marier, il venait de commencer à travailler. Un matin, il se réveille, il a le coude hyper enflé, il va faire des analyses. On lui dit, voilà, vous avez une leucémie, c'est très grave, rentrez tout de suite en chimio. Ils lui font un prélèvement de sperme parce qu'il venait de se marier pour avoir des enfants, etc. 3 jours après, ils lui disent on est désolé, vous n'avez plus de spermatozoïdes. Donc le mec, si tu veux, en 2 semaines, t'as tout qui s'effondre. Wow. Et c'est en ça que tu le vis bien quand t'es vieux. Ah, ok, ce que tu dis en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, tu m'as dit un truc juste avant là. Tu dis passer 50, c'est du bonus. Est-ce que tu te disais ça? Non. Ou c'est cette épreuve qui t'a fait dire ça? Ouais, c'est l'épreuve qui m'a fait dire ça. Parce qu'en parallèle de ça, tu as la personne avec qui tu travaillais qui a aussi traversé le cancer, sauf qu'elle s'en est pas sortie. Elle est morte, ouais. J'imagine que tu sors de là, tu dois te dire je suis un miraculeux, quoi. Enfin, ouais. Alors la dernière expérience avec donc la société de dépollution, Valgo, ce qui était complètement fou, c'est que mon cancer a été déclaré en novembre 2022. Il était très atterré en janvier 2023, il me dit je me sens pas bien, j'ai mal au ventre et tout, donc il va faire des examens, il revient et il me dit j'ai un cancer du pancréas. Et là effectivement les 2 mecs à la tête de la boîte, il y a quand même à ce moment-là 800 personnes à peu près chez Valgo, on se retrouve tous les 2 malades, quoi. Et ça c'est compliqué et du coup voilà, je vais arrêter en octobre 2023 parce que notre relation va se dégrader à cause de la maladie, à cause de tout un tas de trucs. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, je me suis arrêté et puis lui a continué et puis il en est mort en janvier de cette année. Là, il est décédé. Donc tu vois que la vie, parfois, il ne faut pas grand-chose en fait pour que ça balance. Il faut une protéine qui à un moment donné vrille un peu, tu vois. Et là, ça te déclenche tout un tas de trucs en cascade, etc. Donc, mais encore une fois, sur des jeunes, c'est vraiment injuste. Sur des gens d'un certain âge, je dirais que c'est pas ce que tu cherches. Tu cherches pas à avoir des cancers. Mais si ça t'arrive, il y a une certaine cohérence de vie. Donc toi, tu étais dans ce mindset quand ça t'est arrivé, tu t'es dit j'ai vécu ce que j'avais vécu. Non, pas tout de suite. Alors non, j'ai été très très
encore une fois, assez rationnel en fait sur ma façon de faire. Je me suis dit potentiellement je peux mourir parce que moi il s'est passé 15 jours entre le moment où on m'a fait le prélèvement et on m'a dit ce que c'était. Et alors évidemment on me dit toujours on va pas sur internet, va pas regarder et tout. Et tu parles, moi je suis allé sur voir lymphome. Il y avait 2 catégories de lymphome, il y en avait certains, tu voulais pas la carte de visite parce que tu savais que tu allais mourir tout de suite. Et tu as 15 jours pour réfléchir hein, parce que tu n'as toujours pas les analyses. Ils ont mis 15 jours pour revenir. Je blâme personne, je dis juste un constat, ils ont mis 15 jours. Et donc je me suis retrouvé dans un truc sur lequel je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais? Tu as 15 jours. Donc tu as une boîte, tu as un machin, un track. Donc j'ai proposé à mon frère de rentrer comme actionnaire, j'ai tout de suite fait le truc que je voulais faire pour mes enfants. J'aurais fait les trucs. Ah ouais, j'ai tout organisé. T'as géré ta vie, quoi. En fait, comme si je devais partir. Ouais. Et ça t'a fait du bien de faire ça ou pas? Non, disons que je me suis dit, c'est normal de le faire. C'est-à-dire que... Je veux dire, maintenant que c'est fait, tu te dis, en fait, maintenant je pourrais partir en paix, quoi. Ouais, alors tu te dis ça, ouais, bien sûr. Tu te dis, moi surtout c'est un truc chronique, donc si tu veux, ça partira jamais. Donc du coup, tu soignes, tu cantonnes, tu essayes de... Voilà. Mais c'est un lymphome, comme m'avait dit le mec à la radio. D'ailleurs, il a fait une erreur médicale, parce que normalement, ça se passe jamais comme ça. Le mec, il fait la radio et tout, enfin l'IRM, et puis il revient, il fait « Ah, vous avez un lymphome ». Enfin, je pense que c'est un lymphome, parce que j'en vois passer beaucoup, chez 99% sûr. Il n'avait pas à dire un truc comme ça. Donc moi, ça va, parce que je l'ai bien pris. Et au début, je fais un lymphome. Il me dit « Oui, c'est un cancer, mais vous inquiétez pas, c'est le meilleur des cancers ». Bon, alors t'écoutes le truc, tu fais ah ouais d'accord, ok. Bon bah si c'est le meilleur des cancers, alors on va mieux le gérer. Donc ça c'était assez rigolo et c'est vrai que du coup voilà, j'ai bien géré le truc. J'avais un énorme truc, moi c'était un truc qui était autour d'une grosse artère dans le ventre et c'est pour ça que je commençais à avoir des problèmes à la jambe et tout. Ça compressait cette artère, donc ça m'empêchait d'avoir une circulation du sang. J'avais un truc qui faisait 16 cm par 5 de large, tu vois, qui était tout autour d'une artère. Et j'ai pris la chimio, voilà, je fais 4 séances de chimio, le truc a explosé à 78%, les mecs m'ont dit on n'a jamais vu un truc pareil. Et puis au bout de 6 chimios, j'avais plus rien. Et donc je suis en immunothérapie, encore là, pendant 2 ans. C'est après la séance de chimio, donc j'ai encore jusqu'à mai 2025. Et tu vois, c'est marrant la question que tu poses, parce que j'étais hier pour faire mon scan de 1 an. Alors, ils t'appellent pas. Hein. Alors, s'ils t'appellent pas, c'est une bonne nouvelle. Parce que s'il y a une merde, en général, ils t'appellent le lendemain. Donc, tu vois, on est le lendemain, ils m'ont pas appelé, sauf j'ai pas regardé. Peut-être qu'ils m'ont appelé. Mais ce que je veux dire, c'est peu importe ce qui se passe, il n'y a rien que tu puisses faire sur le sujet. C'est-à-dire, si l'immunothérapie marche pas et qu'il faut que je retourne sur... Bah voilà, tu retournes jusqu'au moment où ton corps, il supportera plus. Et puis la vie, elle s'arrêtera. Mais c'est pas très grave. Tu sais, on a une âme. Je crois à l'énergie, finalement, ça disparaît jamais. Donc, tu as une âme, et ton âme, il faut savoir, à un moment donné, elle va aller quelque part, peut-être. Et une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un truc où tu dis, j'aimerais encore l'accomplir? Toi qui as été quelqu'un de très drivé, qui a fait beaucoup de choses, est-ce que tu te dis, il y a encore un projet, un domaine, ou, je sais pas, une aventure que tu as... Bah, je t'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un patron là, français qui m'intéresse. Je tairai la boîte, mais le domaine est intéressant, c'est le domaine du biochar. Et le biochar, en fait, c'est un charbon sur lequel on avait l'oxygène. C'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est à travers ma dernière expérience de dépollution. Et c'est vrai que le biochar, ce qui est bien, c'est quelque chose d'avenir parce que c'est le charbon, quand on enlève l'oxygène au contact, en fait, fait du carbon sink. C'est-à-dire qu'il va prendre le carbone dans l'air, le CO2, et il va, pendant 1000 ans, en fait, le séquestrer. Donc c'est un très bon moyen, si tu veux, de séquestrer aujourd'hui le carbone, beaucoup mieux que les arbres, beaucoup mieux tout ça. En fait, c'est de la biomasse qu'on met dans des fours et qui, par pyrolyse, en fait, font qu'on sort du biochar. Et c'est utilisé dans plein de domaines, dans l'agriculture, pour fertiliser les sols, mais aussi pour conserver l'eau, puisqu'il gonfle son poids x3 pour que les plantes puissent récupérer l'eau quand elles en ont besoin. Mais pas que, ça peut être utilisé pour du bétail, puisque comme tu le sais, le bétail, en fait, pollue énormément, le bœuf, à travers le méthane, quand elle rote, etc. Et ça vient réduire de 40% à peu près l'émission de méthane quand c'est mélangé aux aliments qu'on donne aux vaches. Et puis, il y a plein d'autres applications parce que c'est quelque chose de très léger. Là, on est en train de travailler, en train de regarder pour des choses autour des batteries, pour regarder comment faire en sorte que les batteries soient plus légères avec ce matériau. Donc, c'est plein d'avenir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que sur lequel j'aimerais bien apporter ma patte. Là, ce serait vraiment un projet de cœur. De cœur pour la planète, quoi. Ouais, c'est ça. Merci, Alex. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement,
Je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.